Erev Tov, Michael. Bonsoir Yair. Bonsoir. Alors tout d'abord, merci de te joindre à moi, ça me fait très plaisir. Comme ça fait toujours plaisir quand quelqu'un vient accepte de me parler. C'est toujours un plaisir renouvelé. Voilà, alors j'aimerais que tu commences toi peut-être par te présenter rapidement, présenter ton activité et comme ça on rentre tout de suite dans le vif du sujet, dans un des sujets qui m'intéresse quand ton nom m'a été évoqué, par un de tes amis. Donc voilà, Michael Bloch, est-ce que Ah, présente-toi Avec, succinctement toi. avec plaisir. Je dis quelques mots sur qui je suis en tant que personne et puis après je rentrerai un peu dans le détail de ce que je fais ces temps-ci. Donc je suis suisse à l'origine. J'ai grandi à Montreux, une petite ville au bord du lac de Genève. J'ai étudié à HEC le business, la technologie. J'ai travaillé un peu dans le monde bancaire et de la technologie. Puis je suis parti aux États-Unis. J'ai passé 2 ans, une année en Californie, une année à New York, dans le cadre d'un doctorat sur l'usage business d'Internet. Et puis j'ai rencontré ma femme qui vivait à Paris. Je suis rentré en Europe. J'ai rejoint alors un groupe de conseil mondial qui s'appelle McKinsey, qui est un des grands groupes de conseillers en management stratégique. Dans le monde de la technologie, on était 25 quand j'ai rejoint la practice technologie. Et quand j'ai quitté 23 ans plus tard, on était 5000. Et donc j'étais un des Ouais. partenaires, puis des seniors partenaires qui aidait d'abord qui a appris, et puis ensuite qui a aidé à diriger, à faire grandir cette practice. On a fait ça, on était basé à Genève après notre mariage pendant 7 ans, puis j'ai dirigé la practice de McKinsey en France, dans le monde de la technologie, pendant 5 ans. Et comme senior partner, comme jeune senior partner, j'avais beaucoup plus de liberté sur ce que je pouvais faire et où je voulais aller comme ça. Et donc j'ai Mmh. décidé avec ma femme de vivre notre rêve de longtemps, qui était de faire notre alliance. Donc Mmh. en juillet 2010, on est venu en Israël, on est installé à Ranana. On a maintenant 3 enfants, 22 ans, 17 ans et 13 ans. Et j'ai passé 10 ans chez McKinsey ici encore en Israël. Je voyageais alors toutes les semaines vers l'Europe, tous les mois ou toutes les 6 semaines vers les États-Unis. C'était assez intense. Donc il y a 4 ans, j'ai décidé de quitter. Et les 10 dernières années que j'ai passées chez McKinsey, j'ai toujours travaillé avec des associations à but non lucratif. Chaque année, je prenais une ou deux associations Mmh. et je les aidais à réfléchir à leur stratégie, à leur croissance. Quand je faisais le point un peu à la fin de l'année, j'avais toujours l'impression que c'était les projets qui avaient eu le plus d'impact. Parce que c'est vrai que c'est bien de faire gagner 100 millions de dollars ou 200 millions de dollars à une banque qui gagne quelques milliards, mais Mmh. c'est beaucoup mieux en fait, c'est beaucoup mieux de faire croître une association qui cherche à aider, je sais pas, les Olim à trouver un job en Israël ou les Haredim à se OK. positionner vers le monde du business ou Mmh. on a monté le business qui les amusait, on a fait plein de choses différentes et c'était chaque fois beaucoup plus passionnant. Donc il y a 4 ans, j'ai décidé de rester dans ce monde philanthropique. Et après beaucoup de discussions, j'ai parlé avec plus de 150 personnes à l'époque pour essayer de comprendre un peu ce monde et là je pouvais jouer un rôle. J'ai décidé de travailler pour les fondations philanthropiques. Alors les fondations, on connaît un petit peu moins ça dans le monde francophone. Mmh. Ce sont des organismes finalement qui ont des centaines de millions de dollars d'argent philanthropique à investir, comme elles le disent, à dépenser ou à investir, à donner, et qui cherchent à le donner de la manière la plus efficace possible. Et il y a beaucoup de ces Ouais. fondations aux États-Unis qui sont tournées vers Israël. Et donc j'ai commencé comme ça petit à petit à servir une, deux, trois, à faire des projets pour elles. Et aujourd'hui, j'ai fait une trentaine de projets dans ce monde-là avec 8 ou 9 des plus grosses fondations américaines actives en Israël. Donc beaucoup sont des clients fixes. On a quasiment tout le temps, chaque année en tout cas, on a plusieurs projets avec elles. Donc ça Mmh. m'a amené à toucher énormément de sujets du monde associatif israélien. On fait 3 choses. La première, c'est d'aider à faire grandir des organisations à but non lucratif que ces fondations financent. On les aide à investir leur argent et à obtenir des plus d'achievements, comme ça, plus de résultats grâce à l'argent des fondations. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on aide ces fondations, elles ont souvent des buts sociaux en tête. Par exemple, OK. améliorer la représentation des femmes dans le monde du leadership haredi ou augmenter OK. le limoud de Torah chez les femmes, ou alors augmenter le nombre d'étudiants en informatique en Israël, qui sont 3 sujets sur lesquels on a travaillé. Alors on les OK. aide à dire, voilà, bon, si vous aviez 5, 10, 15, 20 millions de dollars et que vous vouliez faire ça, comment il faudrait s'y prendre? Quel est le plan de travail? Avec qui on travaille? Etc. Et la troisième chose qu'on fait, c'est qu'on aide des nouveaux donateurs, soit des gens qui sont devenus très riches avec des IPO comme ça en Israël, soit des fondations étrangères qui veulent commencer à donner en Israël. On les aide à faire leur première stratégie. On l'a fait dans le OK. monde de la pauvreté, on l'a fait dans le monde de la Torah. Et ensuite, on les aide à trouver la bonne personne qui va gérer ça par la suite. Notre but, c'est pas d'être là pour forever, mais plutôt de faire un projet de Mmh. 3 mois, 6 mois, 9 mois, et ensuite Pour les aider à se lancer, quoi. voilà.
Donc aujourd'hui, c'est 99% de mon activité professionnelle. J'essaie de faire d'autres choses à côté, mais je fais plus de business parce que je me suis rendu compte qu'en fait, quand on a une main dans le business, en fait, ça nous mange tout le bras et le reste du corps. Et donc, pour vraiment me dédier à ce monde associatif, c'est quasiment la seule chose que je fais au niveau non personnel. J'ai compris. J'ai compris. Juste une question de curiosité. Si j'ai bien compris, l'entreprise s'appelle Israel Impact Partners. Oui. Ouais. Mais vous avez un business model pour ces philanthropes? Vous prenez une commission sur les dons, etc. Comment ça se, vous prenez comment ça se passe, le business model de Non, non. Prendre une commission, c'est très risqué parce qu'en fait, ça nous Mhm. encourage. Peut-être c'est pas, ça n'aligne pas nos incentives avec les leurs. Ça nous pousserait peut-être pour des buts commerciaux, à leur faire prendre des décisions qui sont pas forcément les bonnes décisions pour elles. Non, donc on les Mhm. facture au projet. Pour donner un ordre de grandeur, un projet, c'est, mettons, on va dire $100 000. Ça dure 3 mois ou ce que ça dure. Et en fonction de la taille du projet, de la taille de l'équipe, et je dirais du degré d'intensité, on va facturer un certain prix qui est un prix fixe pour un certain projet, pour un certain but. Euh, Mhm. voilà, c'est un modèle plus professionnel parce que ça nous rend complètement indépendants ensuite de ce qu'ils vont faire. Ça nous permet de les conseiller au mieux de leurs intérêts à eux. Voilà, on travaille pas avec des associations directement. On reçoit pas d'argent de personne d'autre. Il y a zéro commission dans ce modèle, de Mhm. manière à être complètement indépendant. Ok, j'ai compris. Qu'est-ce qui t'a attiré, toi, vraiment dans la philanthropie plutôt que le business? C'est quelque chose de. T'as eu un moment de révélation où tu t'es dit, en fait, j'en ai marre de faire gagner de l'argent, etc. J'ai envie de faire quelque chose de plus significatif? Oui, c'est-à-dire que d'un côté, McKinsey, c'est un petit peu l'élite du monde du conseil. J'ai travaillé à travers McKinsey pour des dizaines de grandes entreprises dans le monde qui sont toutes des leaders, les plus grandes banques, les plus grandes assurances, les plus grands laboratoires pharmaceutiques, avec des CEO, enfin des directeurs généraux, des directions générales. Donc, j'avais, après 23 ans, beaucoup vu du monde du business. Il y avait plus grand-chose de très excitant. Et les boîtes israéliennes n'étaient pas forcément au niveau des leaders que j'avais servis dans le monde. Mhm. Et donc, j'étais moins excité par le monde du business, d'un côté. De l'autre côté, je pense que chaque personne se demande toujours finalement pourquoi il est sur Terre. Qu'est-ce que c'est son unique value proposition personnel et comment est-ce que lui il peut aider. Pourquoi est-ce qu'Hachem a choisi. C'est le kinous du Chabad ce soir. On dit que le Rabbi Lubavitch dit que l'anniversaire d'une personne, c'est le jour où Hachem a décidé que il pouvait pas se passer de la personne. Et Mhm. donc, pourquoi est-ce que je suis là finalement? C'est probablement pas pour servir encore une banque, encore une assurance ou encore une boîte de transport. Par Mhm. contre, c'est peut-être pour essayer de prendre une partie de ce qu'on a appris dans le business après 23 ans au plus haut niveau et l'utiliser pour aider des gens qui cherchent à donner dans un monde qui n'est pas extrêmement professionnel au niveau managérial. Et donc, pour essayer finalement d'améliorer, de professionnaliser, chacun à sa petite manière, mais d'aider à professionnaliser ce monde-là et d'aider cet argent philanthropique qui représente des milliards de dollars de capital philanthropique qui va être investi ces prochaines années à Mhm. être encore mieux investi, encore plus efficace, à faire encore plus de bien finalement Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai une certaine expertise que je voulais essayer de mettre à disposition du marché. Ok, très bien. Alors, je veux juste peut-être pas clarifier, mais remettre dans le contexte parce que c'est vraiment très intéressant ce que tu fais. C'est-à-dire que tu viens à voir des gens qui ont beaucoup d'argent à investir dans la société israélienne, dans des causes qui les intéressent, et tu les aides à structurer leurs dons pour qu'ils soient vraiment efficaces. Et alors, il y a plein de directions dans lesquelles on pourrait aller. Moi, la première chose qui m'intéresse, c'est que du coup, ça te donne une perspective euh, vraiment très spécifique à l'intérieur, on va dire, des problématiques de la société israélienne. Quelles sont, quelles sont enfin, de ton point de vue maintenant, on va dire du vantage point duquel tu te Oui. trouves, quels sont les grands problèmes que les philanthropes ou les gens qui ont beaucoup d'argent ou qui sont intéressés par le bien-être de la société israélienne sont intéressés par financer et faire évoluer? Qu'est-ce que tu vois de cette perspective-là? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le monde de la philanthropie, il est spécifique au sens où les gens finalement vont d'après leur cœur. Et il n'y Mhm. a pas vraiment c'est-à-dire, il y a un très faible nombre de donneurs se demandent quels sont les vrais problèmes de la société et comment je peux y contribuer. La Ouais. plupart partent plutôt de moi j'aime l'université, les pauvres, l'art et la culture, la science, la Mhm. santé, etc. Et donc c'est là que je vais donner. Donc Ok. la première chose, c'est que ça arrive relativement rarement qu'on vienne nous voir en disant mais quels sont les grands problèmes. Même si, bon, j'y reviendrai peut-être par la suite, là j'ai travaillé sur les besoins d'Israël après la guerre, et j'ai développé une perspective sur, à mon avis, quels sont les vrais problèmes. Et j'essaie d'encourager mes donateurs, mais moi j'arrive pas avec un agenda, parce que ces Mhm. gens-là, ils sont très intelligents. Ils ont gagné des milliards de dollars dans leur carrière. Ouais. Ils n'ont pas besoin qu'on vienne leur dire qu'on est plus intelligent qu'eux. Ils ont besoin qu'on les aide à mettre en œuvre leurs idées de la manière la plus efficace, la plus effective. Euh,
Donc, ce qu'on voit, c'est que les donateurs, ils ont finalement un panel extrêmement large de causes. L'éducation, la pauvreté, l'emploi, la santé, la science, l'art et la culture, les femmes, l'entrepreneurship, etc. Et Mhm. ce qu'on cherche à faire, c'est les aider à mettre ça en mouvement. Évidemment, de la Ok. manière plus efficace. Parce que quand on dit la pauvreté, on a fait un travail sur la pauvreté, par exemple. Il y a peut-être 15 sous-sujets dans la pauvreté. Il y a Mhm. peut-être 150 organisations qui peuvent contribuer. Et donc, on cherche à les aider à cibler ce qui vraiment va leur parler. Et une fois qu'on a compris ça, quelles sont les organisations qui sont les plus efficaces, les plus, voilà, qui vont Mhm. pouvoir remplir Qui vont leur plus. but de la meilleure manière. Par exemple, dans la pauvreté, il y a vraiment moi, quelque chose qui me perturbe un peu. Alors peut-être que tu as une perspective là-dessus, mais d'un côté, on dit souvent que Israël est un pays qui a une macroéconomie très puissante, mais le sentiment dans la rue, c'est que les prix sont très élevés, que la pauvreté est très élevée. Je crois qu'il y a eu un rapport de la tête sur les taux de pauvreté qui étaient très élevés. Je me souviens plus, c'était quelque chose Oui, qui dépassait peut-être les 20% ou même oui, plus. Je me souviens oui, plus du chiffre exact. oui, oui. Et, c'est très. Alors, comment est-ce que ces deux choses-là peuvent vivre ensemble? Comment ça fonctionne? Non, bon, il faut savoir qu'en Israël, d'abord, il y a, comme dans beaucoup de pays, il y a une inégalité forte entre le monde du high-tech, les riches d'un côté, et les gens qui ont moins bien réussi. Il y a une inégalité forte entre Tel Aviv et la périphérie, le sud, le nord. Il y Mhm. a deux segments de la population qui choisissent finalement d'être pauvres en ne participant pas au monde du travail. D'un côté, c'est les hommes haredim, de l'autre côté, c'est les femmes arabes. Chaque fois, c'est 20% de la population, donc on a Ouais, 10% ouais. d'hommes haredim et 10% de femmes arabes qui, d'une certaine manière, participent moins que la moyenne pour des raisons idéologiques, pour des très bonnes raisons certainement, mais donc qui mécaniquement les amène à un niveau de vie qui est inférieur à celui du reste de la population. Et puis, comme partout, malheureusement, ces inégalités, elles touchent d'abord les malades, ceux qui n'ont pas des parents qui ont eu la chance d'avoir une carrière académique, etc. Et Mhm. donc, ce que la philanthropie va essayer de faire, c'est de réduire ces écarts au maximum, en donnant une deuxième chance, une troisième chance à ceux qui n'ont pas eu, en aidant les gens à se reformer, à trouver des emplois. Donc, ces philanthropes, ils cherchent en général pas à résoudre les problèmes immédiats, ils cherchent à résoudre de manière systémique les problèmes de demain. Donc, si Ok. on voit qu'il y a un problème d'inégalité sociale qui fait que les enfants dans le nord du pays ou dans le sud du pays, chez les Arabes ou chez les Haredim ou comme ça, ils n'ont pas les mêmes chances que les autres, on va essayer de manière systémique de résoudre ce problème-là pour donner à des dizaines, des centaines, des dizaines de milliers d'enfants des chances Mhm. qu'elles n'avaient pas, qu'ils n'avaient pas avant, plutôt que de donner quelques sandwichs, même si c'est important les sandwichs aussi. Ok. Mais en fait, l'expérience montre que les gens, les gens comme nous, on donne plus facilement à des causes à retour immédiat, en tout cas à retour émotionnel immédiat, comme les sandwichs aux enfants qui ont faim, et on travaille moins sur l'aspect systémique, et donc c'est là que ces grands donateurs viennent Oui, s'intervenir. ouais, c'est assez clair. Est-ce qu'il y a des causes que tu préférais ne pas faire? C'est peut-être une question qui est personnelle pour toi, mais est-ce que il y a déjà un donateur qui dit j'aimerais bien repousser ça et tu as dit écoute ça, Oui, je suis pas c'est pas quelque chose que je pense qui est bien et du coup oui. Donc j'ai le privilège de pouvoir ouais, choisir mes projets. Moi, je suis pas en train tiens. d'essayer de monter un business énorme, de Mhm. maximiser le profit. En fait, les profits que je charge, je facture relativement cher, mais les profits que je fais, je les redonne à des associations. J'appelle ça une no-profit company, parce que Ok. j'ai la chance de gagner mon argent différemment. Et donc, je cherche pas à maximiser mes gains, ni à monter un énorme bastringue. Je cherche à utiliser mon temps de manière intelligente. C'est ma contrainte principale, c'est mon temps. Donc, je cherche à faire les projets les plus intéressants et les plus impactful possibles avec mon temps. Donc, j'ai la Mhm. chance de pouvoir dire non à certains projets, soit parce qu'ils m'intéressent pas, soit parce que je pense qu'ils n'ont pas d'avenir, soit parce Mhm. que je n'aime pas le sujet, en fait. Et ça m'est Mhm. arrivé, je dois dire aussi, en tant que débutant dans le sujet, de me laisser un petit peu avoir et de travailler sur des sujets qui m'ont moins intéressé ou pour des Mhm. groupes d'influence. J'ai compris après qu'il y avait des groupes d'influence politique qui convenaient pas à mes idées. Et donc, je me suis promis de plus refaire ça. Et donc, Alors, effectivement, je choisis mes projets. alors par contre tes idées, sans pour autant, mettons les donateurs de côté, toi, maintenant que ça fait déjà un certain nombre d'années Oui, que 4 tu ans. fais ça, Oui. si c'était toi le donateur, tu ferais quoi? Oui. Non, disons, dans ma tzedaka personnelle, qui est relativement importante, parce que depuis le début de mon travail, j'ai toujours été très, très systématique pour identifier mon maaser et le donner, là aussi, de la manière la plus intelligente possible. Moi, j'ai des priorités qui sont personnelles, et chaque donateur, finalement, Hachem, il a créé un monde où chacun, avec son cœur, va donner certaines choses, et finalement, la somme de tout ça, ça répond aux Mhm. besoins qu'Hachem a pour le monde. Donc moi, j'ai choisi de donner au monde du Limud Torah,
de donner dans le monde de la santé et de donner dans le monde de la pauvreté. Et donc j'ai choisi dans chacun de ces domaines-là les organisations qui me paraissent là encore, les plus efficaces, les plus effectives, etc. Chaque année, je vais visiter 2-3 de ces associations. Et avec les années, je me suis rendu compte que certaines sortaient de mon panier parce que je les ai visitées. Je me suis rendu compte que c'est pas tout à fait ce que j'espérais, ou que j'ai donné pendant quelques années et maintenant ils sont bien lancés, ils peuvent continuer tout seuls, ou ça correspond plus à mes priorités. Alors que d'autres sont devenues beaucoup plus importantes avec le temps parce que j'aime beaucoup ce qu'elles font. J'encourage d'ailleurs chacun à passer du temps avec les organisations qu'il favorise. D'abord, on apprend toujours énormément de choses, c'est toujours très, très intéressant. Et parfois, on se rend compte que certaines méritent de donner plus et d'autres méritent de donner moins. C'est bien de le savoir tôt plutôt que de l'apprendre par la suite. Voilà, mais ça, c'est personnel. Moi, j'ai une autre vision professionnelle, disons, sur ce qu'il faut faire. Peut-être je dis un mot de ça. Un de mes gros projets en 2024, ça a été ce qu'on appelait le Day After Fund. C'est un groupe de 10 familles américaines qui ont mis de côté très vite après la guerre 50 millions de dollars. Après le 7 octobre. Le 17 octobre, déjà, ils avaient mis de côté 50 millions de dollars pour aider Israël the day after the war, qui ont recruté avec leurs amis encore 10 millions de dollars et encore 90 autres familles qui se sont rejoints. Et au mois de mars, elles se sont dit, bon, c'est pas encore fini la guerre, mais il faut qu'on commence à investir ou à dépenser cet argent philanthropique. Ils ont fixé 4 domaines de priorité, qui sont la santé mentale, la réhabilitation des soldats blessés et l'aide aux veuves et orphelins des soldats disparus, la reconstruction de l'agriculture dans le sud, et l'aide aux familles déplacées, aux communautés déplacées, particulièrement dans le Nord. Et donc, je les ai aidés depuis le mois de mars avec mon équipe à identifier les meilleures causes. On a déjà donné 30 millions de dollars. J'espère qu'on a encore 15 millions qui vont être donnés avant la fin de l'année, spécifiquement sur les communautés déplacées. Et à travers ce travail, je me suis posé la question de savoir est-ce que c'était vraiment ça les problèmes les plus importants dans le pays aujourd'hui. Alors, là, c'est plutôt un besoin qui semble immédiat. Il y a beaucoup de gens qui ont été impactés de façon très directe par la guerre. Voilà. C'est un besoin immédiat, mais est-ce que dans le pays, il y a des choses qui sont plus long terme, qui sont plus importantes à ton avis ? Exactement. Donc ça, c'était ma question, effectivement. Et donc je pense que ces 4 domaines sont des domaines extrêmement importants à court terme, à moyen terme. Et je suis content qu'on ait pu aider. Mais j'ai essayé de vous poser la question de savoir quels sont on va dire les 5 problèmes les plus importants, les plus fondamentaux que le pays doit faire face, qui sont drivés par la guerre. Pas de manière générale, parce que là, on ouvre la chose de manière extrêmement... Voilà, c'est le travail du gouvernement que de répondre à cette question. Mais qu'est-ce que la guerre a montré, qui sont des problèmes que la philanthropie peut adresser, qui sont des problèmes suffisamment graves pour mettre en danger, on va dire, l'avenir du pays. On va dire à ce niveau-là. Et ma réponse, chacun aura sa réponse. Moi, j'ai une réponse en 5 points. Le premier, c'est la qualité du gouvernement et comment on appelle ça, les civil servants en français, les gens qui travaillent dans le gouvernement. Le service public. Le service public. Si on se rappelle le 8 octobre, à part le ministère de la Défense et le ministère de la Santé, le gouvernement était nulle part. Il ne s'est rien passé. On a eu des mois où la société civile a dû remplacer le gouvernement qui fonctionne de manière extrêmement, extrêmement dramatique. Pourquoi ? Bon, il y a plein de raisons politiques, mais une des raisons, c'est que la qualité du talent dans les bureaux gouvernementaux est relativement faible. Si on compare avec le modèle français où on a une école nationale d'administration, l'ENA, qui crée des leaders de très haut niveau pour diriger les ministères, ça n'existe pas en Israël. Et pour toute une série de raisons, il y a des ministères en Israël qui attirent les meilleurs, comme le ministère des Finances, le ministère du Trésor, et qui n'arrivent pas à les garder parce que les carrières sont pas assez intéressantes. Oui, donc c'est pas un niveau de salaire qui correspond à ce qu'ils pourraient, s'ils sont vraiment très bons, qui correspond à ce qu'ils pourraient gagner dans le privé. Trop de politique, décisions trop lentes à être prises, pas assez de follow-up, peu de mesures de la performance, des moyens qui restent là et qui empêchent les projets de se réaliser, etc., etc., etc. Et ça, c'est un problème, parce que quand le gouvernement, c'est 20 à 30% du budget d'un pays, on a besoin d'un très bon gouvernement. Ça, c'est pour moi un premier sujet. Un deuxième sujet, c'est la politique de défense, je dois traduire à chaque fois d'anglais en français ou d'hébreu en français. La politique industrielle de défense. Le fait qu'on est beaucoup trop dépendant de l'étranger pour l'accès aux armes et que donc on est obligé de faire dépendre nos décisions politiques et militaires du bon vouloir de nos amis américains, allemands, parce qu'ils peuvent retenir les armes à tout moment et nous influencer. Donc on a besoin de créer une base industrielle beaucoup plus large, beaucoup plus robuste pour pour fabriquer toute une série d'armes dont on a besoin. Alors, c'est faisable ça ? Est-ce que c'est juste faisable au niveau économique ? C'est faisable. Ça semble quelque chose que... On va pas fabriquer des F-35, ni des sous-marins. Il y a des équipements, des bateaux non plus, qui sont trop spécifiques, etc. Mais on le fait déjà dans le monde des drones, on le fait déjà dans le monde de l'Iron Dome.
On a besoin d'être beaucoup plus actifs dans le monde des munitions, santé, peut-être des bulldozers. Il y a toute une série d'objets qui ont été utilisés pour créer du levier politique sur Israël. On a besoin d'être indépendant. Il y a beaucoup de philanthropes venant du monde industriel qui sont intéressés à aider là-dessus. J'ai compris. Petit 3, ok. Santé. Ça, c'était 2. Le troisième, c'est l'inclusion du monde Haredi dans l'économie. Okay. Parce que je ne parle pas de l'armée, qui est un sujet, je pense, important, un tout petit peu moins critique en termes je pense, de long terme. Mais l'inclusion des Haredim dans le monde économique est très importante parce que quand on a 20, 25, 30, 40% un jour du pays qui va être Haredi, si on a un pourcentage trop faible de gens qui travaillent et surtout qui travaillent dans des jobs à trop faible valeur ajoutée, on va appauvrir le pays. On n'aura pas les moyens d'une défense de premier poids. Et là encore, c'est un danger existentiel pour le pays. Et donc, on a besoin... Je pense qu'il faut expliquer pourquoi c'est existentiel, parce que je suis pas sûr que tout le monde comprend. C'est existentiel parce qu'un pays pauvre amène à faire monter d'abord amène à faire monter les impôts. Le fait de faire monter les impôts décourage les gens qui sont un petit peu moins attirés à rester dans le pays pour des questions de sionisme. Donc, on va faire partir les meilleurs talents, les entrepreneurs, les gens bien payés. Et donc, on va créer encore plus de pression économique et une sorte de cercle vicieux d'un côté. Mm-hmm. De l'autre côté, parce que le pays a besoin de bonnes têtes pour pour alimenter les moteurs de croissance de l'économie, qui sont l'industrie du high-tech, la sécurité, la défense. Et pour ça, on a besoin de beaucoup de gens intelligents. Et des gens intelligents, c'est des gens bien formés. Et quand on a des Haredim qui refusent finalement d'apprendre les maths, d'apprendre l'anglais avant très très tard, ça nous handicape. Moi, j'ai travaillé dans ce monde de l'inclusion des Haredim dans le monde du high-tech, spécifiquement en prenant les gens qui voulaient quitter le kollel à 24, 25, 26, 27 ans pour rentrer dans le monde du travail, pour différentes raisons, soit pour des questions de parnassa, soit parce qu'ils en avaient assez, soit parce que ils se voyaient pas passer encore 40 ans à étudier comme ça. Et on se rend compte à quel point c'est difficile de prendre ces gens qui sont extrêmement intelligents d'un côté, mais pas formés ni à l'anglais ni aux maths. On commence à tout leur apprendre. Oui. C'est un univers qui est très très différent de l'univers du kollel. Et s'y faire à 27 ans, c'est vraiment pas facile. C'est très difficile. C'est très difficile d'apprendre les maths niveau 3 yechidot, 4 yechidot, 5 yechidot à 27 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les meilleurs des meilleurs réussissent, mais beaucoup abandonnent en cours et donc vont se retrouver vendeurs, vont se retrouver dans le nadlan, vont se retrouver dans des choses qui, finalement, sont importantes, mais on n'a pas besoin de 100 000 agents immobiliers de plus et certainement pas de 500 000 vendeurs de téléphone en plus. Et donc, on a besoin de leur donner des choses plus intéressantes à faire et ça demande Donc, on a un problème là qu'il faut arriver à résoudre dans le respect des priorités du monde Haredi, dans une coexistence avec l'étude de la Torah au plus haut niveau, un changement qui est drivé par le monde Haredi lui-même, pas imposé de l'extérieur. Il y a toute une série de choses à faire, mais c'est absolument critique. Voilà. Oui, ok. Bien, on finit la liste, après j'ai des questions. Très bien. La quatrième chose, c'est finalement le monde de l'éducation. C'est que le système éducatif israélien est très bon au plus haut niveau, c'est-à-dire dans les universités de Tertion, la Stu Weizmann, etc., mais la moyenne de l'éducation hors des villes, Tel Aviv, Jérusalem, Ranana, etc., n'est pas au niveau. Et quand on regarde les classements internationaux sur la qualité du système éducatif, il y a un classement qui s'appelle le classement PISA, où Israël est systématiquement en retard. On est très moyen. On est très moyen. On est trop moyen, alors qu'on a pourtant une matière grise, une matière de base formidable. Et donc, il faut qu'on l'utilise mieux, il faut qu'on améliore la qualité du système éducatif. Il y a aussi un problème qu'on investit énormément dans l'éducation. Je pense qu'on fait partie des pays qui investissent le plus dans l'éducation par tête. Et le budget du Misrad Achinour, donc le ministère de l'Éducation, il est de, je sais pas, 60 milliards de shekels peut-être. Il est immense en fait. Et je crois que seulement les dépenses de défense nationale, elles sont plus grandes que ça. Il me semble, c'est les dernières données que j'ai en tête. L'éducation et la santé, c'est en général le sujet numéro 2, effectivement. Et donc c'est aussi une question qu'on dépense beaucoup d'argent dans l'éducation et on n'en voit pas le retour. En fait. Oui, voilà. Donc ça, c'est le quatrième sujet. Le cinquième sujet, c'est la position d'Israël au milieu des nations et tout ce qui se passe autour de la délégitimisation de l'histoire d'Israël, l'affaiblissement du support politique et moral qu'on reçoit à l'étranger. Et donc c'est des choses comme le BDS, comme les embargos, etc. Alors, sans devoir forcément essayer de résoudre le problème sur tous les plans, parce que c'est peut-être un problème trop compliqué, je pense qu'il y a un effort spécifique à mener sur la perception qu'ont les élites économiques et politiques dans les pays qui comptent vraiment, la France, l'Angleterre,
la Chine, l'Inde, les États-Unis, et de s'assurer que on va dire les 10 000 personnes qui comptent dans le monde de plus au niveau politique, économique, aient une perception positive d'Israël. Ça peut passer par des visites en Israël, ça peut passer par des relations personnelles entre les communautés israéliennes à l'étranger et ces gens, etc., de manière à s'assurer qu'ils ont une attitude positive par rapport à Israël, parce que sinon on risque à terme voilà, une menace sur le support qu'ils nous donnent et le standing d'Israël parmi les nations. J'ai compris. Voilà. Ça, pour moi, c'est les grandes problématiques. J'aimerais bien qu'il y ait plus de donateurs qui s'intéressent à ces choses-là. C'est des choses compliquées, c'est des choses que... Est-ce que tu arrives à convaincre parfois des donateurs de s'intéresser à ça ou... Oui. On voit que les gens qui regardent à long terme sont intéressés par exemple, le sujet des universités, de la recherche académique, etc. Il y a des donateurs américains qui se disent, plutôt que de financer Yale, Harvard, MIT et de se faire insulter, on va financer plutôt les universités américaines. L'université israélienne, oui. Pardon, israélienne, oui. Et ceux qui regardent un petit peu à long terme se posent la question sur ce sujet. Alors, c'est tous des sujets compliqués, des sujets systémiques, des sujets qui vont demander des plans d'action sur 5 ou 10 ans, qui vont demander des experts, des groupes d'experts réellement intelligents, qui connaissent vraiment le système, qui se posent là-dessus. C'est pas des choses que nous, on va résoudre tout seul, mais c'est des choses où on peut mettre en place un processus de réflexion qui permettra d'arriver à des solutions pour aider. Alors, il y a une chose que je remarque, il y a un fil rouge un peu dans les 5, c'est que c'est des choses qui ont un grand poids politique en fait, et que beaucoup, et si je réfléchis à ces cinq problématiques, alors on peut toucher l'une et l'autre, mais je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont bloquées pour des raisons politiques. Donc, et que la difficulté n'est pas forcément dans la quantité d'argent qui est investi dans le domaine, mais plutôt par des blocages politiciens, on va dire, qui rendent impossible. Par exemple, la qualité du gouvernement, c'est clairement la structure du système politique qui fait que c'est difficile d'abord de pouvoir proposer des salaires qui sont à niveau par rapport au privé à des gens qui ont du talent, les retenir, et ça. C'est difficile. Donc, comment donc la question, c'est l'exemple que je pose ici, par exemple, prenons la question du gouvernement, de la qualité du gouvernement. Et si je t'entends bien, c'est la qualité du gouvernement dans une dimension particulière, c'est dans la dimension de la qualité, le talent des gens, donc des bureaucrates qui sont des professionnels qui sont employés par les ministères et qui sont et qui finalement conseillent les ministres et aident les ministres à implémenter leur politique. Donc ça, c'est ça qui manque. Et ça, par exemple, comment est-ce que d'un point de vue philanthropique, dans quoi tu investis pour faire avancer quelque chose comme ça? C'est vrai qu'il y a des blocages politiques. Ces blocages politiques, ils viennent essentiellement du fait que les gouvernements en Israël sont très faibles et dépendent d'énormément d'extrêmes. On n'a pas des coalitions centristes suffisamment fortes et suffisamment bien établies, suffisamment stables pour pouvoir prendre des décisions de long terme. Et on est dépendant de groupes de pression, de chacun qui veut récupérer une partie de l'argent pour ses intérêts propres. On n'arrive pas à mener des politiques de long terme, stables, intelligentes pour le bien du pays. Donc ça, là, j'ai pas dit de droite, de gauche, etc. C'est juste une caractéristique du système gouvernemental israélien. J'ai l'espoir qu'après la guerre, on va chercher des coalitions plus stables, plus centristes, moins dépendantes des extrêmes, quels que soient les extrêmes, moins dépendantes de groupes d'intérêt personnels qui cherchent finalement pas le bien du pays, mais le bien de leur communauté. Et encore une fois, chacun peut lire à travers ça, chacun peut mettre l'ennemi où il veut. C'est-à-dire que on n'a pas dit avec ça si c'est de droite, de gauche, etc. Je pense que c'est une caractéristique générale. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a différentes choses qu'on peut faire. On peut intégrer, par exemple, des mesures de performance de chaque ministère qui permettent de mesurer la performance des bureaucrates, des politiques dans chacun des domaines et d'avoir des tableaux de contrôle pour voir un petit peu ce qui se passe. Est-ce que les projets qui ont été prévus ont été délivrés? Est-ce que l'argent qui a été décidé d'être investi dans telle ou telle politique a été utilisé positivement et les projets ont été livrés ou pas? Si oui, génial, on continue, on met plus d'argent. Sinon, il va falloir changer l'équipe parce qu'une équipe qui prend 100 millions, 1 milliard, 5 milliards de shekels pour des grands plans et qui n'arrivent pas finalement à les mettre en œuvre, c'est pas un bon honneur de l'argent du public. On peut créer des filières de talent, des écoles de talent dans le secteur public qui permettent la mode française. La mode française, exactement. Je pense qu'il n'y a pas de mal à apprendre des autres, exactement. Je pense que le modèle ENA est un bon modèle. On peut créer des chemins de carrière qui font que les meilleurs, plutôt que d'aller faire un passage dans le high-tech, doivent faire un passage au gouvernement avant d'aller ailleurs. Si on avait les meilleures têtes israéliennes qui, après l'armée, passaient 5 ans dans le gouvernement, ça nous donnerait un pool de talent tout d'un coup incroyable qu'on pourrait utiliser. Il y a tellement de projets incroyables qui sont faits au gouvernement que ça peut être motivant. Donc on pourrait créer une sorte de corps d'élite comme ça, un peu sur le modèle de ce que les Américains font.
Voilà, on peut professionnaliser peut-être le management. On a aujourd'hui des politiques qui prennent en main je me rappelle quand le ministre de l'Agriculture actuel avait été nommé, il avait raconté que il a passé 30 ans dans la marquette mitronite israélienne. Il n'avait pas pu avoir le job qu'il voulait, alors on l'a mis ministre de l'Agriculture. Il dit, bah, je vais faire de mon mieux. Et finalement, on a un homme de la Défense qui a passé 30 ans au plus haut niveau des agences de sécurité, qui se retrouve au ministre de l'Agriculture. Alors, même si c'est une personne intelligente, on peut C'est pas imaginer son, que c'est pas sa tasse de thé. voilà, c'est pas non plus sa tasse de thé. La première chose qu'il attend, c'est qu'on lui donne un autre job. Donc pour lui, c'est Oui. temporaire. Voilà. Donc on pourrait changer beaucoup de choses. Non, bah, par exemple, quand on pense aux États, il y a le modèle français, effectivement, où tu as une caste de bureaucrates qui est formée dans des grandes écoles. Mais je vois aussi chez les Américains, alors Ouais. j'imagine qu'il y a aussi ça, il y a aussi ce genre d'études qu'on fait. Mais en même temps, j'ai l'impression que chez les Américains, à chaque nouvelle administration, beaucoup de la bureaucratie est remplacée, en fait. Alors Mais bon, ce qu'on pas voit là avec complètement. les élections, on voit qu'ils changent le. Non, ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup plus d'années, c'est que c'est courant pour des seniors leaders du monde du business d'aller passer 5 ans comme secrétaire du Trésor, comme secrétaire des transports, etc., et contribuer finalement au pays une expérience de 20 ou 30 ans dans le monde de l'industrie. Ce Hmm. qu'on voit pas tellement en Israël. En Non, pas Israël, la tellement. Non. plupart des leaders sont des politiciens professionnels qui n'ont finalement aucune expérience du monde du travail, qui n'ont jamais rien fait de leurs mains, qui n'ont jamais vendu un projet, qui n'ont jamais gagné vraiment de l'argent sur le marché concurrentiel. Et c'est eux qui dirigent en fait des grands projets, des grands budgets. Mhm. Et ça, on pourrait faire évoluer. Ouais, 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 clairement. Clairement, tu as aussi le problème, le vrai problème, je pense que tu l'as dit au début, le vrai problème systémique à l'intérieur de la structure politique israélienne, c'est effectivement que chaque petit parti défend sa Voilà. communauté et que le système parlementaire fait que. En fait, c'est deux choses. À mon avis, c'est deux choses. J'ai entendu beaucoup de fois cette analyse et moi, elle me parle. C'est que il y a trop peu de partis, en fait, bizarrement. Et que, en fait, le fait que le Ahrouz Hassima, donc le pourcentage de voix que l'on doit obtenir pour Ouais. être considéré, c'est-à-dire qu'il faut au moins avoir 4 députés pour pouvoir rentrer à la Knesset, fait Ouais. que comment dire, le wall to entry, il y a un terme comme ça, la barrière to entry en Ouais. anglais. C'est-à-dire, pour Mhm. rentrer dans la Knesset, il faut d'avoir déjà quelques centaines de milliers de voix. Mhm. Et ce qui fait que, en fait, c'est toujours les mêmes Mhm. et ça donne une puissance déséquilibrée à des petits partis qui représentent finalement une petite partie de la population, mais qui peuvent dire si tu me prends pas et que tu fais pas ce que je te dis, je m'en vais et t'as pas de gouvernement. Et dans une société hétérogène, en fait, ça donne une grande puissance à des tout petits partis. Et il y a je pense dans cette analyse que si on baissait en fait cette barrière-là à 1, à partir du moment où on a un député, ça Mhm. mettrait beaucoup plus de concurrence entre les partis et tout Ouais. d'un coup, il y aurait plus de négociations qui se feraient et ce serait plus facile de former des gouvernements. Et si toi tu veux pas, bah, j'ai qu'à prendre l'autre, les grands partis comme le Likoud. Moi, je suis euh, pas un homme politique et j'ai qui- pas de vision politique. Moi, je suis Mm, quelqu'un qui cherche à aider les philanthropes à faire bouger le système avec de l'argent privé pour ouais, finalement corriger des market failures. Et donc, qu'est-ce que c'est le rôle de la philanthropie là-dedans? C'est de dire, ben, finalement, on va essayer de faire des choses, des initiatives privées qui vont corriger des manques du système. Parfois, ça peut être d'écrire un plan ou une stratégie qu'on va donner ensuite au gouvernement. On est en train de faire ça dans le monde de l'agriculture parce qu'on s'est rendu compte justement en ayant dépensé 15 millions de dollars à essayer de reconstruire l'agriculture dans le Negev. Il y avait toute une série de problèmes systémiques, politiques, de régulation, etc., de ouais, manque de master planning par rapport à la vision israélienne sur l'agriculture qui manquait. Donc on a mandaté une société de conseil spécialisée là-dedans pour construire un master plan sur l'agriculture. On va ensuite finalement publier, donner au gouvernement en espérant qu'ils vont l'adopter. Et on travaille sur le fait de créer des ancrages dans le gouvernement avant de le livrer de manière à ce qu'on soit sûr qu'ils vont l'adopter. Ça, c'est une manière de faire. La deuxième manière, c'est de lancer de nouvelles initiatives. Par exemple, si on lançait une université type ENA qui permettait de créer, alors tout d'un coup, on aurait un pool de ressources extrêmement qualifiées qu'on pourrait mettre à disposition du gouvernement. On ouais. pourrait peut-être même financer pendant quelques années pour leur donner un incentive de les utiliser. Donc il y a toute une série de solutions comme ça qui sont des solutions externes au système, parce que sinon on est obligé de se dire, ben, on va attendre que le système change, et ça peut être Et ça peut, nul ne sait quand ça viendra, quoi. voilà. Donc la philanthropie, elle a pour but d'agir relativement rapidement, en dehors des contraintes du système, Mhm. et c'est ça qui est finalement assez attractif. Ouais. Alors, je saute Au l'industrie, Canada. l'industrie militaire parce que je sais pas, Oui. je connais pas grand chose dessus. Alors, je sais pas s'il y a des choses intéressantes à dire. Je suis complètement d'accord avec ce que tu as évoqué, hein. C'est-à-dire, Mhm. effectivement, on a vu là que le fait que l'administration de Biden peut faire un embargo, peut créer un embargo d'armes et nous mettre en difficulté et nous imposer donc des décisions politiques, qu'elles soient justes ou pas, ces décisions-là, le fait qu'elles soient imposées de l'extérieur Absolument. par cet embargo, c'est un Mhm. grand problème. Effectivement, ça nous aiderait d'avoir une industrie
en tout cas relativement indépendante. Il n'y a pas, ça n'existe pas l'indépendance totale, mais Ouais. c'est clair que je pense que pour beaucoup, beaucoup sont d'accord que c'est souhaitable. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, parce que voilà, on en a beaucoup parlé, et cette semaine aussi, j'ai parlé à beaucoup de gens de tout sujet à cause de l'épisode avec Tan, c'est la question des Haredim et de leur intégration dans le système économique. Ouais. Est-ce que, alors, j'ai vu beaucoup de ces programmes. Moi, quand j'ai étudié au Ternian, il y avait aussi des gens du monde Ouais. haredi qui venaient, qui étudiaient, etc. Ouais. C'était très amusant de voir des gens qui ont l'habitude d'étudier le Talmud, s'asseoir dans une librairie et d'étudier en Chavruta du calcul Le texte infinitésimal. d'ingénieur. C'était extrêmement drôle et c'est Ah, 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 très ah, amusant. Ils se battent comme ça avec les pouces, se tordent les pouces sur des intégrales et sur des dérivés. ah, C'est ah. beau. C'était très mignon à voir. Mais tout ça pour dire, ce que je veux te demander, c'est est-ce que tu observes un succès? Est-ce que tu arrives à faire changer quelque chose? Parce que j'ai l'impression que ce refus finalement des hommes Haredi, en fait, de rentrer dans le monde du travail, Oui. et c'est pas juste dans le monde du travail, c'est dans un monde du travail vraiment, on va dire, lucratif. Parce que Ouais. du point de vue macroéconomique, si j'ai bien compris le problème du macroéconomique, Oui. c'est pas juste que le monde Haredi ne travaille pas. D'abord, les femmes travaillent à des Bien pourcentages assez sûr. élevés, et une partie des hommes aussi travaillent, mais ils travaillent tous à un salaire. Le salaire moyen est beaucoup plus bas Absolument. que le salaire moyen de la population générale. Absolument. Et ce qui Absolument. fait qu'en fait, ils produisent moins que ce qu'ils Plus- dépensent dans la caisse publique. Et donc, ce qui fait qu'il y a un déséquilibre financier. Donc le but du projet, ce serait de les amener à gagner suffisamment pour soutenir en fait entre le- guillemets leur existence à l'intérieur de la Oui, et collectivité contribuer à et contribuer. l'ensemble du pays. Euh, oui, s'il y a un mot qui manque dans le dialogue, je pense, d'ailleurs c'était à mon avis très très marqué dans le dialogue que vous avez avec le Rav Etan Galam que j'adore, c'est Mhm. le mot de responsabilité. Finalement, on parle toujours du monde Haredi comme un système qui est fermé sur lui-même. Il y a très très peu de discussions sur quelle est la responsabilité d'un secteur par rapport à l'ensemble du peuple d'Israël en Israël. Mhm. Et donc, ce qu'on cherche, effectivement, c'est que le secteur Haredi, comme tous les secteurs d'ailleurs, joue ait une plus grande responsabilité par rapport à l'ensemble du pays. Donc, ça veut dire concrètement un salaire moyen beaucoup plus élevé. Alors, moi, j'ai travaillé pour un projet très intéressant à Bnei Brak, qui donc prenait ces étudiants qui voulaient sortir du Kollel. On n'allait pas les chercher. On attendait que Mhm. eux décident qu'ils veulent sortir. D'ailleurs, il y avait une commission rabbinique qui devait approuver pour être Ah, sûr qu'on waouh. prenait pas les tops des tops des tops parce que là, ils n'étaient pas prêts à les laisser partir. Mais Même s'ils donc, voulaient partir, ils pouvaient pas partir. oui, même s'ils voulaient partir, On peut pas effectivement, enfermer pour les gens au éviter de collège à tuer le fermer la clé, projet, je comprends pas. non, mais on peut ne pas les encourager, on peut ne pas les Mhm. financer pour apprendre autre chose, etc., et les laisser se débrouiller tout seuls, et finalement, ils vont se rendre compte que c'est pas une bonne idée. Et en fait, pour ne pas tuer le projet, et pas qu'il se fasse boycotter, ils étaient prêts à donner une sorte de droit de veto à un groupe de rabbins qui allait Mhm. décider de qui on pouvait aider. Mais bon, Wow. encore une fois, ils cherchaient à ce qu'on aide tous sauf les top 5% ou les top 10% qui étaient l'élite de demain. Mais Ok. concrètement, qu'est-ce qui se passait? On prenait donc ces gens et on leur donnait une formation sur 3 ans en maths, en anglais, puis en informatique, puis on leur donnait des stages parce que c'est toujours le plus difficile d'avoir un premier job. Ouais, Et ouais, ouais, enfin, ouais. on les aidait à se placer. Je dis on, en fait, je pense à l'organisation pour laquelle je travaillais. Et donc moi, quand j'ai commencé le projet, j'étais parlé avec ces Haredim pour comprendre finalement qui ils étaient, qu'est-ce qui les motivait, etc. Et il y Mhm. avait, je crois, 3 groupes fondamentaux de gens. Il y avait les gens qui étaient euh, qui s'ennuyaient au collège, finalement, qui se voyaient pas étudier 40 ans, c'était bien, ils étaient contents d'étudier, mais quelques heures par jour, c'était bien, ils voulaient pas faire ça 100% du temps. Et donc, ils cherchaient quelque chose pour remplir leur vie de manière encore plus pleine, parce que pour eux, c'est ce qui leur convenait. Il y avait des gens qui étaient finalement trop pauvres pour pouvoir continuer comme ça. Ils avaient 3, 4, 5 enfants et ils pouvaient plus. Il y avait un qui m'a dit, moi, j'avais plus, c'est pas que j'avais plus de chocolat à donner le matin aux enfants pour le breakfast, j'avais plus de cornflakes à leur donner. J'avais plus la base de la base. Donc, il faut que je sorte travailler. Je veux pas gagner 5 000 shekels par mois. Je veux gagner 25 000 shekels par mois, 35 000 shekels par mois. Parce que comme ça, je vais pouvoir étudier peut-être à mi-temps et travailler seulement à mi-temps. Donc, c'est des gens Mhm. qui étaient extrêmement sérieux dans l'étude, mais qui ont compris qu'il fallait autre chose. De manière intéressante, il y avait un troisième groupe qui étaient les gens qui étaient finalement, on peut dire, trop bons pour le collège. C'est-à-dire qu'il y avait une personnalité, c'est des vendeurs, c'est des gens Ouais. dynamiques, c'est des gens Mhm. entrepreneurs. Et ils se voyaient pas rester devant une mara toute la journée, donc ils voulaient Vous avez besoin de utiliser leur s'étendre. cohorte d'une manière un petit peu différente. Il y Ouais. avait un quatrième groupe que je mets un peu en parenthèse, c'est les gens qui étaient un peu des losers. Ils étaient losers au collège, mais ils allaient être losers dans la vie en général. C'est les gens qui étaient pas dynamiques, pas entrepreneurs, qui avaient pas vraiment d'idées, qui étaient des suiveurs. Et Mhm. eux, ils n'étaient pas successful au collège, mais on voulait pas non plus les prendre parce qu'ils n'allaient pas être successful dans le monde
du business non plus, en tout cas pas à haut niveau dans le monde de la high-tech qu'on cherchait. Ok. Et donc, il y a bien effectivement des cohortes internes bottom-up qui veulent faire changer les choses. Et ces gens, ils n'avaient pas un agenda de détruire le monde Haredi. Ils n'étaient pas contre le Limoud Torah. Ils n'étaient pas contre les Haredim. Ils étaient dans le système. Mais pour eux-mêmes, ils voulaient autre chose pour leur vie. La question, c'est comment est-ce qu'on donne à ces gens-là un maximum de chances de se développer. Alors, maintenant, il y a un programme comme ça dans le monde qui vise le monde privé, le monde du high-tech privé. Il y a un programme extrêmement successful avec l'armée, pour prendre ces gens-là et les mettre dans la Ma'achet Tzvaït, pas comme soldats, mais comme travailleurs civils qui travaillent dans le monde de l'armée, dans le monde de la technologie. Parce que l'armée a énormément de besoins de programmeurs, d'ingénieurs, d'électroniciens, de gens de radio, et puis d'autres professions par la suite. Et en fait, il y a des bases à Ramat Gan, donc à côté de Bnei Brak, où finalement ces gens... Et donc une fois qu'on arrive à les mettre à un certain niveau, l'armée prend en charge un salaire, une formation et un job pour la vie s'ils le veulent. Et tant qu'on leur permet d'aller travailler en chemise noire et en chemise blanche et chapeau noir, finalement, tout le monde est content. Donc il y a effectivement des changements qui se passent. À mon avis, pas assez vite. Et dès qu'on fait trop de bruit, alors le monde des rabbinim pousse en tour. Donc il faut laisser un peu plus de choses. Mais c'est pas pour dire que ça va suffire. Il faut faire beaucoup plus. Mais il y a des débuts intéressants. Mais en fait, les obstacles m'intéressent parce que j'essaye, en fait, de mon point de vue, je vais dire pourquoi ça m'intéresse. Les obstacles que tu rencontres, en fait, je pense que peut m'indiquer, et moi je suis toujours dans toutes ces discussions aussi avec le Rav Eitan et avec beaucoup d'autres gens, je me pose beaucoup la question et j'ai pas une réponse définitive. Qu'est-ce qui vraiment bloque? Et je commence à suspecter, on va dire, que la stratégie de conservation que les Haredim ont adoptée, c'est un peu emballé et la terreur du contact avec le monde, avec la société générale, fait qu'ils prennent énormément de précautions à chaque chose et tout prend un temps fou et souvent les choses capotent à cause de ça. Maintenant, alors la question que je me pose, c'est la suivante. Est-ce que c'est que, on va dire ça, est-ce que fondamentalement les Haredim se voient comme partie intégrante de la société israélienne, qui veulent contribuer, qui veulent participer, qui sont là, c'est aussi pour l'armée, mais aussi pour le monde du travail, etc., et qui veulent, disons, normaliser leur relation avec la société plus large, mais que il y a une peur, il y a une vraie peur, il y a une vraie crainte, en fait, de ce contact-là, que leur identité soit diluée, qu'ils perdent leur spécificité en tant que ceux qui sont au collège et qui maintiennent, on va dire, la flamme de l'étude. Ou est-ce que vraiment il y a une position de dire on n'est pas la même société. Et les obstacles que toi tu rencontres en fait, de ce point de vue-là, je pense que ça peut nous informer, dire est-ce que c'est plus ça ou plus ça? J'imagine qu'il y a les deux peut-être qui pense que fondamentalement le deuxième aspect est beaucoup plus présent. Aujourd'hui, à mon regret, moi j'adore le monde de la Torah, j'adore le monde du Limoud, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que le monde Haredi a fait pour recréer une société basée sur la Torah et avec des idéaux magnifiques et une abnégation de niveau de vie pour être prêt à vivre ces idéaux que je trouve remarquables. Mais je dois avouer que malheureusement, c'est une société qui a pour but essentiellement de se préserver elle-même, qui a très peu d'intérêt pour le bien du peuple juif au sens large, ou en tout cas de la société israélienne au sens large. Et qui là, pour moi, le modèle, c'est Bnei Brak. Bnei Brak, à Shabbat, on ferme les portes, on met des barrières autour pour que personne ne rentre. C'est beau, ouais, ça c'est super. Moi, j'adore aussi passer Shabbat à Bnei Brak, c'est super. Le monde Haredi est intéressé par ce conservatoire. Pourquoi? Parce qu'il y a je crois que Eitan Galam l'a dit très très bien, il y a une valeur suprême qui est la transmission, qui est de rester fidèle aux valeurs, une peur bleue de voir les enfants sortir du derrière, et déjà comme ça, il y a suffisamment qui sortent pour que ça leur fasse encore plus peur. Et il y a très peu de conscience collective finalement, c'est ça je pense la différence fondamentale entre le monde d'Atil et Omi religieux. Je pense qu'il y a des gens qui font du Limoud Torah dans les deux domaines, mais le monde d'Atil et Omi prend une responsabilité pour le klal, pour l'ensemble du peuple. Et ça c'était un petit peu la vision de Rav Kook qui voyait chez les Chilonim une valeur intrinsèque, malgré le fait qu'il n'était pas Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot ou l'homme des Torah ou comme ça, mais qui voyait une valeur dans un processus de rédemption, etc. Versus le monde Haredi qui est relativement noir et blanc et qui cherche finalement à se développer en tant que tel. Et si on pouvait les laisser tranquilles tout seuls et juste les financer, ils seraient les plus heureux. Alors la solution, c'est d'essayer de créer je pense, comme on voit dans la marée des études, peut-être maintenant de l'armée, pour l'instant des solutions qui sont 100% Haredi, qui sont compatibles avec
leur Donc, le mode de vie. lifestyle, leur identité, leurs contraintes, mais qui permettent de faire avancer les choses, soit dans le monde de l'étude, de l'étude laïque, soit dans le monde du travail, soit dans le monde de l'armée avec ces idées de brigades de Hashmonaïm, de brigades Haredi complètes. Bon, mais c'est une transition. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on sera un autre. Est-ce que tu penses qu'il y a que la trendline va dans la bonne direction, ou est-ce que c'est peut-être difficile à évaluer, mais est-ce que tu as Je pense que la l'impression trendline dans la bonne plus... direction, mais la vitesse n'est pas appropriée au challenge. C'est-à-dire que la vitesse, malheureusement, on va se retrouver dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans avec une population Haredi qui a un poids encore plus lourd dans la société, et la vélocité, là, on n'arrive pas à avoir des solutions suffisamment rapides et suffisamment at scale par rapport à la magnitude du challenge. Donc on va avoir un problème, c'est que si ça continue comme ça, l'État va s'appauvrir, les impôts vont augmenter, les gens vont partir, et ça devient un cercle vicieux finalement. On n'arrive plus à se défendre comme on doit. Ça c'est la. Ouais. Ce qui risque de se passer, c'est bon, ma projection personnelle, mais ce qui va se c'est aussi basé sur l'histoire d'Israël. Dans les années 90, on était aussi proche de la faillite, je pense que c'était en 93. Et c'était là où Bibi Netanyahu, d'ailleurs, est devenu le héros de l'économie, Marc Alcala, monsieur économie, comme ça qu'il l'appelait. Il a juste coupé énormément en fait dans les dépenses de l'État, et notamment dans toutes les subventions qui étaient faites, qui étaient données dans le monde Haredi, dans les allocations pour les enfants. Et c'est ça qui a plus ou moins sauvé Israël de la faillite. Ça pourrait tout simplement revenir, et le problème c'est que maintenant Dieu est grand. Dieu est grand. Il peut nous emmener 1 million d'Américains demain, comme comme on a eu 1 million de Russes demain, et que ça donne un boost au pays, et que ça nous sorte possible. 20 ans de temps pour résoudre des problèmes. On va pas se mettre à sa place. Il a sa manière de gérer le monde. Mais c'est vrai qu'on peut être un peu inquiet quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui. Non, mais tout ça va. Enfin, on n'est pas à l'abri de l'avènement d'un Javier Milei qui va couper toutes les dépenses publiques à la tronçonneuse. Et probablement, ce qui m'inquiète, en fait, on va dire plus de la perspective du monde Haredi, c'est que le monde Haredi va être extrêmement impacté, et il risque une pauvreté encore plus terrible que ce qu'ils vivent maintenant, et de perdre à la fois leur soutenance. Leur soutien, leur soutien et leur capacité d'étudier la Torah. Et pour le coup, ça c'est quelque chose qui inquiète. Mais du coup, ça nous amène au sujet suivant, qui est l'éducation, qui est la question de l'éducation. Je pourrais faire la transition comme ça, si tu veux, mais dire qu'est-ce qui, à ton avis, puisque effectivement prendre des gens qui n'ont pas étudié ni les maths ni l'anglais, qui n'ont pas eu de formation, à des âges à l'adolescence, les prendre à 27 ans, 30 ans, essayer de les faire rentrer dans ce monde-là, c'est pas facile. C'est pas juste la capacité technique, l'intelligence, c'est aussi connaître l'univers. C'est-à-dire, moi, je travaille aussi dans une boîte de high-tech, et c'est un univers, c'est une culture, c'est une façon de fonctionner, c'est quelque chose. Et moi, qui est religieux, il n'y en a pas beaucoup, et il n'y en a pas beaucoup, c'est parfois, c'est pas tendu, on va dire, je m'entends bien avec mes collègues, mais c'est pas un univers dans lequel je navigue avec beaucoup de facilité. On n'est pas des poissons. On n'est pas des poissons dans l'eau. On est quand même bien plus des poissons dans l'eau que ce que j'aurais été en France, donc Dieu bénisse. Mais j'imagine que pour le monde radio, c'est très difficile, très très difficile aussi au niveau social et culturel de s'intégrer. Tout ça pour l'éducation. Il y a des choses qui se passent là aussi intéressantes. Il y a des yeshivot Harediotes qui introduisent une partie de ce qu'on appelle les liba, les maths, l'anglais, les choses de base dans l'éducation de manière plus tôt. C'est intéressant. Les parents, en fait, même les parents des enfants qui vont dans les yeshivot les plus extrêmes, très souvent cherchent des opportunités de leur apprendre les maths ou l'anglais l'après-midi, le soir, parce qu'ils comprennent bien que demain, pour avoir une parnassa, quand on a 10 enfants et que eux auront 10 enfants, ou même si on dit 8 et 8, et que donc une famille se voit avec 65 petits-enfants, en général, ils comprennent qu'on va pouvoir les aider tous. Et donc, c'est bien qu'il faut qu'ils soient indépendants. Donc, il y a une série de programmes, par exemple, online, qui s'appelle Eshkolot, qui permettent d'apprendre les maths, l'anglais, la physique, etc., de manière complètement friendly pour le monde Haredi, avec que des profs hommes, pas de photos de femmes, etc., dans un truc qui est complètement cachère, et qui sont des programmes qui ont énormément de succès. Et la plus grande partie des utilisateurs, c'est des familles qui envoient où les papas sont kollel, la maman travaille, les enfants sont yeshiva, mais les parents demandent aux enfants de faire ça après l'école pour essayer de leur assurer un avenir par la suite. Là aussi, les choses changent. Et si on regarde un petit peu les femmes aujourd'hui dans le monde Haredi, les femmes, franchement, c'est les superwomen du monde Haredi. Je sais pas comment elles font. Elles éduquent les enfants, elles travaillent, elles cuisinent, elles s'occupent de la maison, etc. Les papas participent, mais finalement, il y a une sorte d'inversion des rôles où la maman est devenue le papa au sens où c'est elle qui assure la parnassa
le papa est devenu la maman. Il y a des papas qui rentrent du collège pour faire le repas à leurs enfants, qui vont les amener le matin au gagne, qui vont les chercher ensuite. Et ces femmes, en fait, elles comprennent bien que c'est pas complètement naturel et que c'est pas possible de continuer comme ça pendant très longtemps. Elles sont aussi agents du changement. Oui, parce Donc que voilà. c'est un poids qui est immense. C'est-à-dire, moi, j'en connais, je connais quelques-unes et c'est vraiment, c'est très difficile. Et c'est toujours elles sont toujours en train, en fait, de négocier avec leur employeur Oui, et dire on commence tôt, on finit à 15h30 pour capable de revenir, etc., pour tout gérer. oui, Mais c'est ingérable au fond. oui. Et toutes ces contraintes font qu'elles sont aussi, elles En ont même temps, elles sont du mal à très, évoluer dans leur carrière. oui, en même temps, elles sont très heureuses. Des familles magnifiques, des Ah oui, c'est familles qui sûr. ont 8 enfants, 65 petits-enfants, qui ont énormément de joie familiale. Des gens qui sont heureux de ce qu'ils font. La Torah, si on regarde, ça m'a toujours intéressé de voir comment les Gdolim dans le monde de la Torah sont toujours en train de sourire parce que la Torah, ça rend accompli, ça rend heureux, ça rend satisfait. Donc il y a des choses magnifiques qui se passent dans ce monde-là. Et si on arrivait à corriger ou à compléter quelque chose, Ah oui, mais c'est un c'est une modèle stat, je crois que dont c'est une on a beaucoup statistique à officielle, apprendre. hein. On a Le beaucoup à secteur Haredi est le secteur le plus heureux, un des secteurs les plus heureux du monde, si je me Oui, trompe pas. plus heureux, un des meilleurs, en très bonne santé. Moi, je pense qu'on a tous Mm. beaucoup à apprendre de ce monde-là. Mm. Voilà, j'espère que c'est un peu l'avenir d'Israël que d'avoir un secteur Haredi qui participe plus pleinement, mais dont on peut aussi plus apprendre et s'inspirer dans tous les autres secteurs. C'est ça, ouais. J'aimerais aussi, si tu veux, donc qu'on discute un moment, que tu me dises un moment ce que tu penses de l'histoire de l'éducation. Moi, j'ai pas mes enfants qui sont en âge d'être dans l'éducation, même, enfin, middle age, quoi. Genre, ils sont encore, ma grande fille a 4 ans, donc elle est encore à la maternelle. Euh, mais pour les plus grands, je vois beaucoup, par exemple, surtout les Français autour de moi, qui hésitent beaucoup dans quelle école mettre leurs enfants. Le système éducatif est très compliqué. Il y a des courants, différents courants, le courant Mamlarti Dati, etc. Oui. Tout ça est très complexe. Ça m'a l'air beaucoup trop complexe pour ce que c'est. Euh, honnêtement, c'est-à-dire, qu'est-ce que Bon, toi tu vois comme le grand problème, le problème pas- central de l'éducation en Israël? je vais répondre. Je suis pas un spécialiste de tous les sujets. Hmm. Je suis un spécialiste de résoudre des problèmes compliqués en amenant les bonnes expertises et le bon processus de réflexion, d'aller chercher les best practices là où elles se trouvent et de construire des plans de transformation, des plans d'implémentation qui peuvent Hmm. être ensuite financés, vendus, etc. Mais ceci dit, j'observe quand même que euh, il y a des écoles un peu best practice en Israël qui ont souvent des Menaël Bet Sefer qui sont des gens extrêmement compétents, qui ont été bien formés, dans des systèmes de mesure de performance où les professeurs sont évalués, les meilleurs sont récompensés, les moins bons, les moyens sont reformés et les moins bons doivent partir pour être remplacés, où les parents ont une forte implication dans le curriculum, où le curriculum fait la place belle aux choses importantes et minimise les choses moins importantes. Et souvent, ces écoles sont privées. Euh, et le secteur public essaie de s'inspirer parfois de ces choses-là, mais pas assez. Et donc, il y a beaucoup à faire, je pense, sur la formation des Menalé Bet Sefer, sur la formation des professeurs, sur la mesure de performance, sur la revue du curriculum, euh, sur le partage des ressources. Il y a des écoles qui utilisent des ressources beaucoup plus technologiques, par exemple, que d'autres, et qu'on pourrait partager avec celles qui les utilisent pas encore. Donc il y a beaucoup à faire. Il y a des dizaines de milliers de classes en Israël, donc c'est un problème de scale important. C'est qu'on doit pas. Le but c'est pas d'avoir 5 écoles best practice, c'est que toutes les écoles soient best practice. Et donc C'est faire monter le niveau de tout le monde. c'est faire monter le niveau de tout le monde. Voilà exactement. Donc c'est pas tout à fait les mêmes mécanismes de dissémination que quand on veut chercher juste à créer une certaine élite. Mhm. Mais bon, c'est un problème que les Américains, que les Coréens, que d'autres ont résolu, donc on pourrait résoudre ici aussi. Comment est-ce que par exemple, tu as évoqué que c'est des écoles privées, mais est-ce que par exemple, privatiser une grosse partie du C'est système éducatif, c'est une idée? c'est possible. Le problème du système éducatif israélien, c'est que les syndicats ils jouent un rôle extrêmement important et sont Mhm. pas encore assez, je dirais, progressifs pour comprendre que ils tirent en arrière le pays. Et donc il y a énormément de résistance au changement. On l'a vu avec ces grèves Chaque finalement année. honteuses où on avait Mhm. juste après la guerre, après le Covid, après la guerre, etc. Les profs qui faisaient grève et les enfants qui restaient à la maison après des mois à la maison, ils restaient encore à la maison, mais cette fois parce que les profs faisaient grève. On a une marquette qui est extrêmement immobilisée, comme ça, immobiliste, et qui refuse le changement, qui refuse la mesure de performance, qui refuse des bonus, qui refuse qu'on puisse mettre à la porte les 10% de profs qui performent pas, etc. Et donc là, il y a un problème
politique à faire changer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les philanthropes, finalement, contournent le problème, comme on l'a dit avant, finalement, en créant des systèmes parallèles privés. Mais ça, c'est la solution pour montrer que c'est possible. C'est pas la solution pour l'ensemble du pays. À l'échelle, oui, c'est compliqué. À l'échelle, il faut Faut que... adopter ça dans le mainstream si on veut pouvoir élever l'ensemble de la performance du système. Oui, c'est ça. Moi, je suis toujours perturbé, en fait. C'est-à-dire, j'ai grandi dans le système français. Je sais pas comment c'est en Suisse, d'ailleurs, mais dans le système français, le gros du système, c'est l'école publique. Et il s'avère que moi, j'étais dans une école privée parce que je suis né dans une famille religieuse, juive religieuse, dans des écoles juives qui sont des écoles privées sous contrat. Ça veut dire qu'il y a quand même une bonne partie du contenu éducatif qui est dicté par l'État. Et aussi, tout simplement, il n'y avait pas vraiment le choix. C'est-à-dire, il y avait une école juive et on est allé, puis c'est tout. En fait. Ouais. Donc, j'ai jamais vraiment réfléchi à cette idée de choisir l'école dans laquelle tu vas et selon quels critères. Maintenant, je suis un peu plus exposé à ça, comme j'habite à Jérusalem. Et à Jérusalem, on peut choisir, ce qui est déjà une chose. Mais je comprends de moins en moins l'argument qui dit que c'est l'État qui doit opérer l'éducation, peut-être financer l'éducation, ce que j'entends parfaitement, parce qu'il y a effectivement un effet important que chacun soit éduqué. Il y a une valeur à ça, et il y a encore plus dans le peuple juif qui a posé une valeur centrale dans l'éducation et dans l'alphabétisme et les connaissances de tout à chacun, pas juste une élite. Mais pourquoi est-ce que, c'est-à-dire ce qui me choque un peu, c'est pourquoi est-ce que moi, en tant que parent, je pourrais pas choisir où je mets mes enfants. Et ça plus j'y pense, plus je trouve ça absurde. Non, j'entends. Et alors, on voudrait que l'école publique soit la meilleure école disponible. C'est pas impossible. C'est pas impossible que ça soit possible. Mais c'est plus facile de commencer avec l'école privée. Le système des vouchers américains qui finalement rembourse l'école privée dans une certaine mesure est un bon système, et peut-être que c'est ça qu'il nous faut. Oui. C'est intéressant. Les gens le savent pas vraiment, mais je crois que c'est avec Marin dans Baba Batra qui raconte qu'en fait la première école obligatoire c'était l'école juive. Exact. On parle de 1500 ans que l'école était obligatoire, en tout cas pour les garçons à partir d'un certain âge, qui était une innovation sociale absolument incroyable. Il y avait un prix social à payer si jamais tu refusais de mettre tes enfants à l'école. Et parce qu'en fait, la tendance, j'imagine, il y a 1500 ans au monde occidental pour attraper l'innovation. Exact. De l'école publique. J'ai lu ça quelque part aussi, qui faisait un développement là-dessus, je ne me souviens pas. Mais surtout qu'en fait, il y avait une... Parce qu'en fait, j'imagine que la tendance, il y a 1500 ans, c'était quoi? C'était moi, j'ai un business. Plus ou moins. Je vends des choses, je fais n'importe quoi. Et quand mes enfants sont en âge de m'aider, ils m'aident. J'en ai besoin. Et j'imagine, c'est juste naturel. Et tout d'un coup, et les juifs me disent non. Les enfants, une partie de leur temps, en tout cas, j'imagine peut-être pas tout leur temps, vont à l'école. Ça fait plein de choses. Et si tu veux pas, tu seras traîné sur la place publique comme quelqu'un qui retient l'éducation nécessaire. Et c'est très intéressant. Mais bon, ça aussi, je pense que ça a sauvé le peuple juif à travers les âges. Et surtout, ça me fascine. Il n'y a pas beaucoup de peuples qui sont capables de lire leurs textes qui ont 2500 ans et qui interagissent au jour le jour. On pourrait penser aux Chinois. Les Chinois peuvent lire Lao Tzu si on veut, mais est-ce qu'ils s'y intéressent vraiment? Je sais pas, peut-être que oui, peut-être que non, je connais pas assez les Chinois. Mais c'est, je pense, exceptionnel. C'est une innovation sociale bien avant. Ouais. Sur le sujet, il y avait le cinquième point que tu as évoqué, c'était la place d'Israël. La place d'Israël dans les nations. Dans la reconnaissance dans les nations, ouais. L'idée, alors peut-être précise un petit peu pour moi. L'idée, c'est de venir chez je sais pas, les pays qui comptent, comme tu as dit, les États-Unis, la France, l'Allemagne. S'assurer que les décideurs dans les pays qui comptent ont une attitude favorable, le plus favorable possible à Israël. Donc fondamentalement, c'est de la hasbara. C'est de la hasbara, c'est le fait fondamentalement de s'assurer qu'ils soient bien informés, qu'ils comprennent l'histoire, qu'ils comprennent la justification d'être ici, qu'ils comprennent ce qu'Israël, les réalisations incroyables qu'Israël a fait, qu'ils comprennent mieux la société israélienne avec toute sa complexité, mais aussi toutes ses avancées, innovations, etc. C'est d'arriver à gérer leurs objections de manière à s'assurer qu'ils vont être des soutiens d'Israël là où ça compte. Et encore une fois, c'est dans le monde politique, dans le monde du business, dans le monde des arts probablement. Je pense qu'on parle de quelques milliers ou dizaines de milliers de personnes, probablement dizaines de milliers de personnes dans le monde, mais on parle pas de millions. Donc il serait possible d'avoir une stratégie presque relativement ciblée par rapport à ces populations.
Et c'est critique. Je pense que les parlements, les boardrooms des plus grandes entreprises, les leaders des médias dans le monde, qu'on ait fait le maximum, en tout cas, pour quand c'est possible, pour les éduquer, pour les informer. Ouais. Et ça, je pense que c'est assez pragmatique. Contrairement à dire, on va changer toute la hasbara d'Israël, qui dans un monde aujourd'hui digital est extrêmement compliqué. Mais se dire, on a comme ça 5000 personnes, 10 000 personnes qu'on cherche à influencer, ça, c'est un problème qui est. Il y a des choses qui se font dans cette direction, parce que tu as évoqué ça comme. Il y a des choses qui essaient d'utiliser les médias digitaux de manière un petit peu plus smart, d'identifier les ennemis du peuple d'Israël et de les cibler. Les délégations économiques et politiques israéliennes, les ambassades, etc., essaient de faire des choses à petit feu, mais il n'y a pas assez. Il y a pas assez. Non, c'est difficile. J'ai entendu il y a quelques jours, il y avait un panel intéressant entre le Rav Cherki et un certain nombre d'autres gens. Il y avait aussi quelques penseurs de droite et de gauche d'ailleurs, qui étaient venus discuter on va dire, du message du peuple juif pour les nations. Et tu as toute cette discussion, il y a beaucoup, je sens, c'est un débat comme ça qui n'est pas très très présent, mais qui existe, en tout cas en Israël, sur est-ce qu'on devrait se poser et dire, nous, peuple juif, avons quelque chose à dire aux nations, un message moral, un message spirituel, et ça. Est-ce que ça aiderait? Alors certains, dans les deux côtés du débat, on avait un peu ceux qui disaient, on a un peu trop de problèmes ici pour s'occuper des autres, et il faudrait déjà que nous, on se mette d'accord, qu'on résolve un petit peu les tensions qu'on a déjà. Et le Rav Cherki, le Rav Cherki, c'est son fonds de commerce quelque part. C'est ce qui pousse depuis déjà une bonne décennie. L'idée de dire, nous, peuple juif, nous avons reçu une révélation et nous voulons la partager avec ceux qui veulent bien. Nous ne sommes pas obligés. On va partager en tout cas le message universel, on va dire. Et c'est peut-être aussi la déformation professionnelle du Rav Cherki de régler les problèmes de façon religieuse. Il fait ça beaucoup et il fait ça très bien. Il y a probablement avec beaucoup de succès. Est-ce que, à ton avis, ça pourrait faire partie de ce genre de Alors, moi, je me suis retrouvé une fois. Moi, je me suis retrouvé une fois avec un professeur d'université qui était d'ailleurs membre d'un parti politique important de gauche, qui est lui-même un juif très sérieux, mais un juif libéral, réformé, mais un juif libéral qui va à la synagogue tous les Shabbats, etc. Quelqu'un de très sérieux dans son judaïsme, et qui est donc quelqu'un de clairement positionné à gauche, et qui me disait, moi, j'ai 3 filles, elles sont parties aux États-Unis pour étudier, pour rejoindre leur mari, etc. Et ma plus grande crainte, c'est qu'elles ne reviennent pas. Et il faudrait qu'on essaie de donner à ces jeunes une raison de vivre en Israël, parce que beaucoup des jeunes non religieux, finalement, ne voient pas de raison de vivre en Israël. Moi, je disais que je pense qu'il y avait effectivement un sujet. Le sujet, c'est le suivant, c'est que il y avait une version 1.0 du sionisme qui était de créer un État refuge après la guerre. Et ça, on l'a réussi. Il y avait une version 2.0 du sionisme qui était d'être un État, on va dire, un peu comme les autres. Je ne sais pas si tu te rappelles, peut-être que tu es un petit peu jeune, mais il y avait une époque où il y avait le premier McDonald's en Israël, le premier centre commercial, où Israël était un pays qui était devenu une copie des États-Unis parce qu'il voulait être comme les autres. Il y a eu un sionisme version 3 qui était de Startup Nation. C'était d'avoir un pays qui avait une économie dynamique, qui pouvait vendre à l'étranger, etc. Mais tout ça, finalement, les jeunes d'aujourd'hui, ça leur parle plus tellement, parce que pour eux, c'est tellement un given que ça les excite. Donc il y a besoin de redéfinir qu'est-ce que c'est le sionisme 4.0. Et quand je lui disais ça, il me dit oui, je pense que le sionisme 4.0, donc me dit ce juif de gauche libéral, etc., il me dit c'est hors la goyim, c'est de montrer qu'Israël c'est une société qui est très en avance sur le reste du monde, et c'est d'être un exemple d'une société équilibrée, heureuse, etc., pour l'ensemble du monde. Et m'a-t-il dit, le Rav Sachs, c'était le seul qui était capable de faire ça dans un langage qui était compatible avec le langage compris par les nations, et on a besoin de plus de gens comme ça. Donc je pense qu'il a mis le doigt sur quelque chose. Il y a un besoin de donner aux jeunes une identité et une raison de vivre en Israël qui est peut-être de créer une société meilleure et d'en faire un exemple pour le reste du monde. On sait déjà qu'Israël est une des sociétés les plus heureuses au monde. Si on pouvait se positionner comme une société équilibrée, égalitaire, ce qu'on est, il n'y a pas de société au monde, il n'y a pas de pays dans le Moyen-Orient où les Arabes sont mieux qu'en Israël. C'est évident. Pourtant, c'est une minorité. Donc, il y a toute une série d'avantages incroyables de la société israélienne, spirituelle, tout ce qui se passe au niveau du monde du chesed, des organisations, il y a beaucoup plus que ce qui se passe à l'étranger. Donc, si on arrivait à nous raconter à nous-mêmes cette histoire, et si on arrivait à la diffuser, à la publier, on aurait une très belle histoire de sionisme 4.0 qui nous rendrait fiers, qui rendrait nos enfants fiers, et qui nous renforcerait en termes de perception des nations.
Ouais, ça serait vraiment intéressant. Et d'ailleurs, quand on y réfléchit, c'est un peu un motif, on va dire, la, l'étape d'avant, l'avancée, c'est un peu un motif dans le Tanakh, le fait que le peuple d'Israël a une espèce d'avancée morale, tout le temps un peu un Bien truc sûr. comme par exemple, et je pense une des premières instances de ça, c'est la Akedat Yitzhak, au moment où Abraham annonce que dans sa religion à lui, on sacrifie pas les enfants. Oui, Et c'est une espèce d'annonce, je pense qu'il y a oui, dans l'espace du Moyen-Orient à ce moment-là, fait mouche parce que les gens sacrifient leurs enfants aux dieux, quoi. oui. Et c'est terrible. Et ça continue un peu. C'est un motif qui revient un peu de temps en temps dans le Tanakh. Euh, et c'est intéressant parce que quand on y pense maintenant dans la société israélienne, on est confronté à des problèmes moraux très la guerre, par exemple. La guerre, c'est la grande instance de cette problématique. Qu'est-ce qu'on fait? Les guerres urbaines, on entend les gens qui parlent du ratio de morts civiles Oui. avec Hmm. les morts terroristes. C'est des problèmes d'ailleurs, on n'est pas les seuls à voir, Oui. mais auxquels on est confronté et que maintenant on doit peut-être essayer de venir avec le bagage de la tradition, le bagage de la tradition Donc, juive, donc, et de dire nous avons quelque chose à dire là-dedans, quoi. donc, ce qu'on dit, voilà, c'est que le judaïsme a quelque chose à dire au monde, que la société israélienne a quelque chose à communiquer au monde. C'est très messianique, mais quand le prophète dit que Beit Filati, le Kol Ha'amim, on sera une maison de prière pour toutes les nations, on a bien cette idée que les nations vont venir à Jérusalem pour se connecter avec Dieu, pour apprendre de nous et pour repartir ensuite chez eux avec ces messages. Donc c'est certainement pré-messianique comme idée, Ouais. mais c'est le moment, quoi, c'est la période. Donc il faut vivre ça pleinement. Ouais. Je me suis toujours dit que le jour où les nations viendront prier avec nous au Beth Amikdash, ils nous empêcheront de parler pendant le Kaddish. Ils sont trop sérieux. Ils seront, ils sont plus avec nous. Ils seront trop sérieux Ouais, avec nous. peut-être. Ouais, certainement. Mhm. Et, Ouais, ouais. voilà. Alors, venons-en à toi. Voilà. Ce qui est intéressant jusque-là dans cette conversation, c'est que tu mélanges un peu tout ce côté ce business, où tu penses à des problèmes à grande échelle, des problèmes qui sont de type macro, etc. Mais je sais aussi que, et tu as aussi montré que tu navigues assez bien la tradition juive, etc. Et il y a quelque chose qui m'intéresse, et ça m'a été rapporté par Ethan, c'est que tu vis vraiment les deux vies. Une vie qui est très impliquée dans le monde du business, donc dans le monde du travail, et aussi dans la Torah. Et aussi dans la Torah, je vais le dire à ta place, il paraît que tu as fini le Talmud dans l'avion. Voilà. Ouais, Donc, c'est bon. donc ça, si on vient dans dire la partie de lifestyle de cette conversation, et comment tu dirais que tu as réussi à faire ça? Parce que c'est quelque chose, je vois sur moi. Moi, depuis que j'ai commencé à travailler depuis quelques années, vraiment sérieusement à plein temps, ça me met beaucoup, beaucoup de temps à manager bien le temps que j'ai. Et j'en ai pas beaucoup, j'ai des enfants, j'ai déjà un travail à Bien plein temps, sûr. etc. Comment est-ce que toi, tu as réussi à mettre en place quelque chose qui, à ton avis, fonctionne? Ouais. Bon, peut-être je donne juste 2 mots de background pour comprendre un peu Mhm. pour que tout le monde comprenne un peu ce que tu dis. Moi, j'ai grandi dans une famille traditionnaliste où le judaïsme était très important, la pratique un peu moins. Donc, j'avais une culture juive assez développée, peu de pratiques au-delà des traditions, des grandes fêtes, du kiddush, etc. Et à un moment donné, je suis arrivé, j'avais comme ça 23 ans, je suis arrivé aux États-Unis, et tout d'un coup, j'ai découvert une vie juive extrêmement active, des communautés très fortes, des livres. Il n'y avait pas de livres en français vraiment de Torah, si je me rappelle bien. À l'époque, il y avait quelques livres qui existaient, mais on pouvait pas vraiment apprendre beaucoup de Torah en français à l'époque. Je suis arrivé aux États-Unis, et là, les choses sont devenues très différentes. Donc, je suis venu, j'ai rattrapé un peu, j'avais une sorte de boulimie de livres, d'études, de rattrapage, etc. En quelques années, je suis devenu beaucoup plus pratiquant, au point où, quand on s'est marié avec mon épouse, on a décidé d'avoir une maison basée sur on va dire les grands principes de Torah, et peu à peu, on est devenu complètement pratiquant. Mhm. Et donc, j'avais besoin aussi un peu de rattraper dans le monde des études, tout ce que j'avais pas eu. On n'avait pas d'école juive réellement en Suisse. Et donc, j'avais beaucoup à rattraper. Et donc, j'ai profité de mes différents voyages, puisque je voyageais toutes les semaines pendant 20 ans. J'étais toutes les semaines dans l'avion. Quand j'étais en Europe, quasiment tous les jours. Quand j'étais ici, 2, 3 fois par semaine. Donc, j'ai utilisé beaucoup de ce temps-là pour rattraper ce que j'avais pas étudié, la Mishnah, le Rambam, la Gemara. Effectivement, j'ai étudié peut-être 80% de tout le Daf Yomi dans l'avion. Euh, et alors bon, pour répondre donc ça c'est un petit peu le Mhm. contexte, et depuis j'essaie de construire là-dessus pour avancer encore. Euh, à un moment donné, j'ai eu une sorte j'ai eu deux, trois révélations. La première, c'est que les gens parlent d'équilibre entre, Mhm. voilà, comment je vais équilibrer. Je crois qu'il n'y a pas d'équilibre. Il y a pas d'équilibre. Il y a des Oui. priorités. Euh, il faut qu'on ait des priorités claires sur ce qu'on a envie de faire dans la vie.
Euh, le travail, c'est une priorité. La famille, c'est une priorité. La santé, c'est une priorité. Si on veut que la Torah soit une priorité, ben on en fait une priorité. Si on veut que la télévision soit une priorité, ben c'est ça qui va... En fait, tout ce qui n'est pas décidé est rempli par des bêtises, que ce soit les médias sociaux, la télévision, etc. Moi, je regarde pas la télévision, sauf quand je fais du sport, un petit peu, je fais pas beaucoup de sport. Et donc, j'ai décidé de faire de la Torah une priorité. La deuxième chose que j'ai réalisée, c'est que, contrairement à beaucoup d'autres domaines, la Torah, c'était possible d'en apprendre un petit peu, mais très régulièrement. Celui qui apprend un quart d'heure par jour, à la fin de l'année, il a beaucoup appris. Et très souvent, on se fait des montagnes en disant, mais la Gemara, c'est 2711 pages, je vais jamais y arriver. Fine. Fais une demi-page, fais un quart de page, celui qui fait un quart de page par jour, très vite, il fait une demi-page, et puis une page, et puis plus. Et puis en 7 ans, il a terminé. Et en 7 ans, il a terminé, ou en 14 ans, il a terminé, c'est pas très important, mais un jour, il a terminé. Et il y a beaucoup de temps dans la journée, en fait, qui est mal utilisé. Si on l'utilise de manière un petit peu plus intelligente, on peut faire des grandes choses. La troisième chose que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, moi, je suis quelqu'un d'assez organisé, mais en fait, la vie de l'homme est en général drivée par son calendrier. La plupart des personnes, ils se lèvent le matin, ils disent qu'est-ce que j'ai dans mon calendrier pour aujourd'hui. Donc, si on est capable de mettre dans le calendrier tout de suite les choses importantes et d'organiser sa vie autour de ça, alors les choses importantes se font. Moi, par exemple, j'ai décidé d'aller me promener avec ma femme une fois par semaine, passer 1 heure ensemble, one-to-one, en dehors du Shabbat. C'est dans mon calendrier, à un moment précis, ça se fait. J'ai décidé d'étudier, j'ai mes shiurim, j'ai mes chavrutot qui sont dans le calendrier. Et j'ai remarqué que finalement les meetings business, ils se placent toujours, ils trouvent toujours leur place, et le calendrier il est toujours plein à la fin au début de la semaine ou à la fin de la semaine, suivant comment on regarde. Mais si on y a mis les choses importantes, c'est celles-là qui se font. Alors que si on se dit, je ferai ça quand j'ai le temps, tout d'un coup le calendrier se remplit de plein de choses probablement moins importantes, mais qui prennent de la place, et on n'a plus de temps. Donc ces trois choses-là, qui sont d'être clair sur les priorités, 2, de comprendre qu'on peut faire beaucoup en faisant un petit peu à la fois, mais de manière très très régulière, et 3, qui est d'utiliser le calendrier comme un outil stratégique pour aller bloquer le temps pour les choses qu'on veut vraiment faire, m'ont aidé, et j'ai pas découvert ça tout de suite, malheureusement j'ai aussi perdu beaucoup de temps, mais m'ont aidé à me focaliser sur ce qui comptait pour moi. Aujourd'hui, j'ai la chance, j'ai pas plus de liberté aujourd'hui, mais même chez McKinsey, quand j'étais j'arrivais à libérer 10-15 heures par semaine pour étudier. Oui, c'est surtout ça, c'est surtout ça qui m'intrigue, c'est-à-dire que voilà, travailler à haut niveau chez McKinsey comme tu l'as fait toi, c'est-à-dire que tu es là-bas 20 ans, quelque chose comme ça, Oui, 2 23. décennies, 23 ans, et que donc j'imagine que tu étais au plus haut niveau que tu peux plus ou moins atteindre quand tu es employé à McKinsey. Est-ce que tout ton temps n'est pas absorbé par le travail d'une manière ou d'une autre? Tout le temps qu'on veut laisser absorber est absorbé. Il n'y a pas de question qu'on peut toujours servir un client de plus, aider une personne de plus, etc. Il n'y a pas de question. Il faut se demander finalement à la fin de l'année, à la fin de la décennie, qu'est-ce qui aura compté. Si je regarde maintenant sur mes 23 ans de McKinsey, il y a des choses dont je suis très fier, mais c'est essentiellement les gens que j'ai aidés, les relations que j'ai créées. C'est pas tellement les projets, il y a eu des centaines de projets, mais c'est pas tellement les projets eux-mêmes. Et certainement que c'est ce que ça m'a permis de donner à ma famille, ou de gagner moi comme coussin de sécurité pour pouvoir passer mon temps maintenant sur ce qui m'intéresse, et beaucoup plus alors que ce qui m'occupait, c'était les projets, les meetings, les machins, etc. Mais c'est finalement pas ça qui reste finalement quand on step back. Et donc je regrette pas le temps que j'ai pris pour. Mais est-ce que ça, à ton avis, ça a mis des obstacles dans ta carrière, ou est-ce que... Non, moi j'ai toujours été, donc j'étais chômeur Shabbat depuis le début chez McKinsey, et j'ai toujours annoncé les choses cash à toutes mes équipes à l'avance. J'avais une série de contraintes, les fêtes, le Shabbat, le machin. J'ai jamais fait d'exception, parce que quand on commence à faire une exception, alors il y a plus de règles. Il y a plus de respect non plus, parce que alors si c'est pas si c'est des règles où il y a des exceptions, alors c'est pas des règles. Et donc j'ai pas eu de soucis. Est-ce que j'aurais pu progresser plus vite, etc. Peut-être. C'est sûr, quand je suis venu en Israël, je me suis mis un petit peu sur le côté, parce qu'Israël, c'est pas vraiment le centre du monde professionnel. C'était Paris, c'était New York, c'était Hong Kong, etc. Mais au prochain, les choses ont continué à bien marcher, et voilà, il y avait beaucoup d'efforts. J'ai travaillé très 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 dur, de très tôt le matin à très tard le soir. Les week-ends, les voyages, c'est très fatigant, etc. Il y a eu beaucoup de sacrifices qui ont été faits, c'est clair. Mais voilà, quand on met quand on réserve à l'avance le temps pour les choses importantes et qu'on est dédié à les faire, je pense qu'on peut faire.
Ouais, non, enfin, en tout cas, moi, je vois sur moi, je sais pas comment c'est pour les autres, mais la grande difficulté de ça, enfin, je comprends par exemple ce que tu dis sur le calendrier. Et moi aussi, j'essaie de faire quelque chose qui ressemble à ça. J'ai des temps prévus ou des nombres de choses que je dois finir par semaine pour avancer, quoi. Des choses que je dois étudier, des livres que je dois lire, Ouais, des choses à écouter, des trucs. ouais. En bref, voilà. Et je commence à comprendre, on va dire. Je commence Mhm. à intégrer Mhm. que ce genre de planification fait intégralement partie Mhm. d'une vie productive. Mhm. Euh, mais ce que je vois aussi, c'est que il faut réussir à se détendre aussi. Et je pense que ce Oui. qui est beaucoup dur pour quand on a le calendrier rempli de 6 heures du matin à 9 heures le soir, c'est épuisant. C'est-à-dire, enfin, toi, tu es Oui. à la fin du parcours, moi, je suis au début. Non, j'entends bien, j'entends bien. Enseigne aux néophytes que Et je les, suis. et les enfants petits, bon, Euh, heureusement, on est euh, tous mariés avec Superwoman, donc là aussi, ça aide. Mais bon, pour ça, Hachem a fait le Shabbat aussi. C'est clair qu'on a besoin de dormir aussi. C'est très important le sommeil. Moi, je dors 7 heures, 7 heures et demie par nuit. C'est très important si on veut vivre longtemps et être stable. Donc ça demande d'enlever beaucoup de bêtises, en fait. Alors moi, ouais, je suis aussi un pourchasseur du waste dans ma journée, je chasse les meetings de 1 heure et je les réduis au au minimum minimum. nécessaire. Je Mhm. suis relativement direct sur là où je peux aider et là je peux pas aider. Je choisis de manière prudente les choses sur lesquelles je m'engage pour m'assurer que je peux délivrer de la valeur d'un côté, mais que ça va être que c'est suffisamment important pour être fait. Mhm. Bon. Chacun il doit s'inventer un peu, moi j'appelle ça une sorte de personal operating system. C'est un modèle opératoire personnel qui correspond à qui il est, ce qu'il a envie de faire, chaque personne, il a un tafkid dans le monde. C'est très important de se demander, finalement, c'est quoi mon tafkid? Qu'est-ce que j'ai envie de vraiment contribuer? Ouais, 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 Certainement, ouais, ouais. au niveau familial, au niveau de la communauté, au niveau du travail, et d'essayer de réfléchir à ce que ces activités qu'on me propose, est-ce qu'elles sont alignées par rapport au tafkid que je veux, que je veux avoir ou pas? C'est important d'apprendre à dire non. Et en fait, le non, c'est un meeting auquel on a dit non, c'est 1 heure d'économiser. Mhm. Donc, d'un coup, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Et voilà, après, il faut être efficace, faut avoir un petit peu de chance. Mais savoir dire non et être clair Savoir sur dire ce non. que là où on veut contribuer, c'est aussi. Ah, une question, tiens, j'ai une question ça m'évoque une question de Torah intéressante, mais on- comme tu as évoqué au début l'équilibre entre la vie, ce que les gens après, work-life balance, quand même, c'est-à-dire Oui, l'équilibre entre la vie et le travail. J'avais vu une fois quelqu'un qui avait écrit, je me souviens plus où j'ai lu ça, qu'il n'y a pas de work-life balance. Il y a la life et c'est tout. Il y a la vie, et ta vie, oui. tu l'as fait en fonction de tes objectifs ou tu la fais pas, en fait. Et c'est pas une question d'équilibre. Quelque part, cette notion de work-life balance, ça dit quelque chose sur la conception qu'on a du travail. Et c'est là que vient la question de Torah. J'ai lu dernièrement un livre d'un Rav qui s'appelle le Rav Daniel Lapin, qui est un Oui. Rav californien, peut-être tu connais, Oui, il qui a vit à écrit un Ramla livre. aujourd'hui. Oui. Hein? Oui, je le connais très bien. Oui. Ah ouais, tu le connais personnellement? Oui, oui, bien sûr. Ah, incroyable! Bah, j'ai lu son livre Zou Shalt Prosper et prospérer, et il passe plusieurs chapitres en tout cas, à expliquer qu'on a une conception du travail, du business négative, qu'on regarde ça comme quelque chose de sale, qui est Oui, égoïste, etc. Et il oui. passe beaucoup de temps à expliquer que selon la Torah, en tout cas, qui est sa hiérarchie de valeurs, en tout cas au moment où il a écrit le Hmm. livre, que la Torah a un regard tout à fait positif sur le travail, que le travail est quelque chose de productif, de bien, que Oui, tu aides les gens en travaillant. oui. Et je veux savoir, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as développé quelque chose comme ça, un Oui. regard Alors, positif sur le travail? tout à fait. Donc, moi, je connais Rav Lapin parce que, d'abord, quand il s'est installé en Israël, je l'ai un petit peu aidé à essayer de raffiner ses idées sur comment il allait pouvoir faire du business depuis ici. C'est quelqu'un de Incroyable. très impressionnant. Bon, d'abord, il faut savoir que ce qu'il a écrit, c'est pas complètement nouveau. C'est basé d'un côté sur ce que le Rav Shlomo Wolbe a écrit dans Aleshor, où il écrit que Hmm. finalement, Hachem a créé le monde en donnant à chacun un rôle à jouer. Que pour certains, ce rôle à jouer, c'est de travailler. Hachem, il sait ce qu'il fait. Il n'a pas demandé au Rav Eliashiv d'être consultant. Il n'a pas demandé à Michael Bloch d'être Rav. Il a demandé à l'un d'être Rav, à l'autre d'être consultant. Parce qu'il avait une idée derrière et il a donné à chaque personne les cochotes qu'il lui fallait pour réaliser son Hmm. tafkid. Il écrit que le peuple juif est comme un organisme et que chacun a un rôle à jouer. L'un c'est le cœur, l'autre c'est l'œil, le troisième c'est l'oreille, le quatrième c'est le pied. Chacun il a un rôle à jouer. Et que celui qui est dans le travail, ben finalement c'est un rôle extrêmement valorisant. C'est un rôle que Hachem lui a confié. D'ailleurs que c'est là qu'on pouvait peut-être plus vivre une vie de Torah parce que quand on est au Beth Midrash en permanence, on n'a pas tellement de nisyonotes et donc finalement c'est relativement entre guillemets facile.
quand c'est on est dans le monde intéressant du aussi, ça travail, m'intéresse de savoir quel genre de difficulté, quel mais genre quand on est dans le monde du d'obstacle. travail et que Mmh. on doit travailler de manière honnête, acquérir des projets de manière honnête, parler proprement, se comporter bien avec les autres, résister aux tentations dans le monde des relations à Riot, etc. On a toute une série de challenges real world auxquels on doit faire face et on grandit probablement plus de ces challenges-là que Mmh. d'être assis devant un livre toute la journée, même s'il y a d'autres challenges qui sont là quand on est assis devant un livre toute la journée. Mais chacun a ses challenges. Donc Mmh. quelqu'un qui a un travail qui est honnête, qui crée de la valeur, qui fait de manière honnête et qui l'exécute en se comportant sur les règles de la Torah, c'est un challenge pas moins élevé que d'autres challenges. Ça, c'est numéro un. Numéro 2, une partie du livre du Rav Lapin est aussi basée sur un chapitre extrêmement intéressant du Chovot HaLevavot dans Shar HaBitachon, où il explique qu'une personne, c'est un modèle que les Japonais appellent le Ikigai. Les Japonais, ils sont venus bien après le Chovot HaLevavot, qui explique qu'une personne doit se poser la question sur comment il va ajouter de la valeur et chercher un travail qui se trouve à l'intersection de trois choses, trois cercles. Le premier, c'est de quoi est-ce que le monde a besoin. Le deuxième, c'est qu'est-ce que le monde est prêt qu'est-ce que le monde est prêt à payer. Et troisième, c'est quels sont les cohortes personnelles qu'il a, où il est le Les meilleur, compétences. de tous, les compétences où il est Mmh. le meilleur de tous. Et quand on va trouver un domaine dont le monde a besoin, pour lequel le monde est prêt à payer, où on a des compétences particulières, alors là, on a trouvé son tafkid. Et ce qui est bien dans ce livre du Rav Lapin, c'est qu'il passe une centaine de pages au début à aider les gens à articuler leurs valeurs et leurs forces et leurs intérêts pour essayer d'aider les gens à mettre le doigt sur quel est cet tafkid exactement qu'ils ont. Et quand tu combines les deux qui font de dire que finalement le travail est un environnement qui est non point, qui est totalement valorisé par la Torah d'un côté, et deuxièmement qu'on peut faire le travail pour lequel on est le mieux armé et dont le monde a le plus besoin, ben là on trouve une harmonie et un impact qui est tout à fait important. Mmh. C'est un livre très intéressant, je recommande à ceux qui veulent lire, c'est vraiment très sympa. Ça donne, il y a plein de perspectives que j'ai bien aimées. Heu, Ouais. mais du coup, je veux revenir Il à s'appelle cette Lead question. by Greatness en anglais. Je sais pas comment il s'appelle en français. Il s'appelle Ah, Lead by. celui-là, je l'ai pas lu. Moi, j'ai lu, D'où Charles Prosper. Heu, Ouais, c'est bon, ok. c'est le même? Je connais pas celui-là. Je connais seulement Lead by Il Greatness. a appelé ça, je traduis de l'anglais, il a traduit ça les 10 commandements, pour les 10 commandements pour faire fortune, quelque chose comme ça. C'était un truc D'accord. un peu accrocheur, heu, certes, mais c'était très intéressant. Moi, j'ai Très bien bien. aimé Lead by Grace, moi, je le lirai parce que j'ai bien aimé le premier, alors avec plaisir. Mais je vais revenir sur les obstacles. C'est peut-être quelque chose qu'on ne se rend pas compte, Oui. le nombre de difficultés halakhiques ou de difficultés, au niveau de la Torah, de quelqu'un de pratiquant, qui vit dans le monde, qui vit complètement dans le monde du business. Et c'est pas juste le monde du business, comme moi. Moi, je suis développeur, j'ai comment dire? Mes contacts avec les gens sont très sont très limités. Moi, j'écris des programmes, qui me posent pas beaucoup de problèmes d'halakha, pour être honnête. Mais dans le monde du conseil, où en fait, on est toujours il y a des projets, il y a beaucoup d'argent en jeu, etc. C'est pas pareil. Est-ce que tu peux partager un petit peu comment c'était pour toi? Qu'est-ce qui s'est, est-ce qu'il t'est arrivé des Oui, bon, choses? Est-ce que tu as, je veux dire la vérité, je dois être transparent. McKinsey est une société qui a une éthique de travail qui est très élevée. Il y a des valeurs c'est bon à savoir. extrêmement importantes dans le travail. Chaque personne qui viole ces valeurs est quasiment automatiquement expulsée. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'erreurs, qu'il n'y a pas des problèmes. Il y a toujours quand on fait 2000 projets par an, il y a toujours des choses il y a toujours quelqu'un Oui, quelque oui, bien part qui sûr. fait des choses qu'il ne devrait pas faire. Mais donc, c'est Mmh. une société qui met l'intérêt du client devant tout, au dépend de l'intérêt propre de l'individu, qui met l'honnêteté, le fait de proposer des recommandations qui sont basées sur des faits et non pas des opinions, qui élève ça au rang de valeur fondamentale du travail. Donc, c'est pas une société où il est très difficile d'être honnête. Voilà. Après, bon, dans le monde du travail, il y a de la jalousie, il y a des tentations. Euh, quand on voyage, qu'on dépense de l'argent, qu'on est dans les plus grands hôtels avec des gens importants, etc., il y a toute une série de choses qui peuvent se passer. Mmh. Et, euh, et je pense que la Torah, elle a beaucoup à dire sur le sujet. Il y a un autre rabbin que j'aime beaucoup qui s'appelle Ari Wasserman, qui a écrit un livre qui s'appelle Making It Work, qui essaie voilà, d'articuler finalement comment est-ce que les valeurs de la Torah s'appliquent au monde du business. Il y en a une version pour les hommes, une version pour les femmes, une version pour les Américains, une version pour les Israéliens, et c'est quatre Waouh! versions différentes. C'est assez intéressant.
Il va traiter des sujets comme est-ce qu'on peut aller, est-ce qu'on peut être invité à une soirée de Noël avec les goyim, est-ce qu'on peut aller manger au restaurant même pour boire un coca, mais manger dans un restaurant qui est pas cachère, les relations entre les hommes et les femmes au travail, Mm. euh, toute une série de conflits autour des fêtes, autour du Shabbat, etc., comment les gérer. Il y a toute une série de challenges day to day comme ça. Bon, c'est comme dans tout, il faut avoir un petit peu étudié, un bon rave et être solide dans sa tête Ouais. pour gérer ça. Il y a pas de piste. Ouais, ouais, non, c'est surtout que dans les environnements de travail, il y a souvent beaucoup de pression sociale. C'est-à-dire, il y a c'est pas que Hmm. forcément de pression sociale, mais il y a une manière dont on fait les choses. Par exemple, chez moi, chez mes collègues, ah ben, le soir, on sort une bière. On Ouais, sort une bière. ouais, Alors, moi, j'y vais jamais. Enfin, j'y vais quasiment jamais. Bon, d'abord parce que j'ai envie de rentrer à la maison, il est tard, j'ai pas que ça à faire. ouais, Mais tu sais, tu participes, il y a toujours, ça crée toujours une espèce de distance ouais, où il y a entre toi ouais, et tes collègues. Tes collègues, ils vivent dans un espace qui est quand même différent de ce que toi tu fais. ouais, Et 100%. Mais c'est vrai à tous les niveaux. Donc, tu as tout à fait raison. Moi, c'est intéressant parce que quand j'étais, je pense, juste avant l'élection de partenaire, qui est une étape très importante dans la vie d'un consultant, on m'avait soufflé que j'étais pas assez social, que hmm, mes collègues, en fait, socialisaient le week-end, ils s'invitaient les uns les autres, etc. c'est ça. Et moi, je vivais finalement avec ma famille, mes amis juifs et pas tellement mes collègues. Donc, pendant quelques semaines ou quelques mois, je me rappelle pas très bien, on a essayé de jouer un petit peu comme on nous demandait. Je me rappelle, Alors, moi, on a fait des efforts pour inviter des gens, etc. Et en fait, c'était pas nous et ça, c'était pas plaisant. Donc on s'est hmm, dit finalement, on va pas faire ça comme ça. On va hmm, être qui on est. Ça marche pas, on trouvera ailleurs pour aller travailler. Finalement, ça, on n'a pas fait comme eux. Ça a très bien marché. J'étais toujours effectivement un peu bizarre parce que c'est moi qui demandais les repas cachers dans les soirées partenaires, qui allait pas dans tels endroits, comme tu dis, qui après le travail allait pas au bar et qui rentrait dans sa chambre pour se coucher tôt, étudier, whatever ce que c'était. hmm, Euh, et moi, je pense que ces sociétés aujourd'hui, finalement, elles aiment la diversité. La diversité, c'est aussi ça, d'accepter que les gens vivent leur vie comme en étant fidèles à leurs valeurs. Et bon, on est moins drôle peut-être que les autres, on est moins sociaux peut-être que les autres. Si on est bon, c'est pas très grave, parce que c'est pas très finalement, grave. la raison pour laquelle tu es employé, c'est pas pour les bières, c'est pour le code que tu produis tous les jours. Donc, si tu produis du bon code, que c'est sérieux et que tu es à l'heure, en avance, avec un travail de qualité, sympathique avec tes collègues, etc., ils vont te pardonner beaucoup de Hmm. choses. Dieu m'aide à écrire du bon code, ouais. Non, c'est vrai. Non, non, je suis vraiment d'accord. Et bon, ici en Israël, c'est quand même différent parce qu'en Israël, il y a plus de rapprochement. Je sais pas comment ça se passe, par exemple, je vais pas, Bien autant je sûr. peux parler à un certain nombre de mes amis en France, mais en France, il y a encore plus de distance, j'imagine, surtout quand on est religieux. Euh, Ici, encore ça va, surtout à l'université. À l'université, c'était, quand moi j'ai fait mes études au Technion, c'était invisible. Enfin, il y avait une communauté de gens religieux, il y avait un Beth Midrash. Moi, j'ai beaucoup étudié quand j'étais à Hein. l'université. J'avais un Beth Midrash dans lequel qu'on pouvait fréquenter, chez le Rav Zini. C'était vraiment, enfin, Mhm. il y avait tout Ouais. un espace qui était totalement, on dirait, from friendly. Euh, Ouais. on dirait, dans le Mais monde c'est du vrai à travail, tous c'est quand même les différent. niveaux. Ça s'arrête jamais à lire ces Mm. histoires. Par Ouais, exemple, ouais, ouais, ouais. moi, le Shabbat, on fait le prix à 10h15. Euh, Beaucoup de mes co-religionnaires, de mes copains de synagogue, etc., vont au kiddush et passent une heure au kiddush. Moi, je rentre à la maison. Je mange quelque chose, j'étudie avec un de mes enfants. De 11h à midi, j'ai une chavota avec ma fille. Ça fait 4 ans qu'on étudie, une heure par semaine le Shabbat, une heure par semaine le vendredi. Et voilà, donc je renonce au kiddush. Je suis pas vu comme l'élément le plus social de la communauté. Mm. Je suis le trésorier là-bas, donc au moins il m'apprécie pour. Pour Mais la mais compétence. mais voilà. Mais alors depuis 4 ans, on a beaucoup étudié ensemble. Ça nous a beaucoup rapprochés. C'est une heure incroyable pour moi dans la semaine. Et quand je me retourne sur ces 4 dernières années et je me dis est-ce que j'aurais préféré 200 kiddushim avec les copains ou 200 heures d'études avec ma fille, bah, je suis très content d'avoir fait ce que j'ai fait. Donc ça s'arrête jamais. Il y a toujours des entre guillemets des Mm. tentations, même dans le monde, même dans notre Ouais, ouais, monde. ouais. Il Même, faut faire ses même. choix. Qu'est-ce qui est important pour soi et être prêt à vivre avec le downside Et les et conséquences. profiter de l'upside. Ouais. Mhm. Mais c'est vrai, en général, quand on est prêt à vivre les conséquences ne viennent pas par un espèce de miracle. Ouais, Ou pas. chacun il a son. Moi, Ouais. avec le temps, on a beaucoup la tentation quand on est jeune, et je pense de vouloir se conformer à la société, au Mm. monde. Alors, heureusement, on a la chance de vivre en Israël. Le monde qui nous entoure, il est relativement comme nous. Mais à tous les niveaux, il y a cette tentation. Euh, J'écoutais un rave qui disait que après 60 ans, il n'allait plus au mariage parce qu'il disait moi j'ai 60 ans, très bientôt je vais devoir rendre des comptes devant Hachem. Il me reste encore beaucoup de choses à faire. Si j'allais à tous ces mariages auxquels j'étais invité, j'aurais pas l'occasion de faire tout ce que j'ai besoin de faire. Chacun y met ses barrières à un certain niveau par rapport à ce qui est important pour lui.
et il faut être prêt à vivre avec les conséquences. Moi, je suis assez relax avec ça. Ok. C'est, je note. Je Voilà, veux très dire, bien. je vais te poser une dernière question. Avec Comme plaisir. on a parlé de Torah, une dernière question, finir sur du business. Voilà, comme ça, tu peux donner une petite perle, une petite perle de business pour les auditeurs, pour ceux comme moi qui commencent leur vie dans le monde du travail, qui sont dedans, quoi. Qu'est-ce que toi, après 23 ans d'avoir conseillé des entreprises, et qu'est-ce que tu sais sur le business que le commun des mortels comme nous ne sait pas? Je pense que d'abord, on va dire deux choses. D'abord, je pense que le travail le plus important du consultant, c'est d'aider les gens à prendre les bonnes décisions. Fondamentalement, le travail du consultant, c'est d'amener un maximum d'informations pour aider les dirigeants à prendre les bonnes décisions. Sur des investissements, sur des acquisitions, sur des fusions, sur des réductions de coûts, sur des réorganisations, sur quoi que ce soit. Euh, et cette prise de la décision, d'abord, donc, et à travers ça, on se rend compte que finalement, les plus grands dirigeants du monde, c'est des gens comme nous. Ils ont leurs problèmes, ils ont leurs incentives, ils ont leurs Mhm. bons jours et leurs mauvais jours, ils ont leurs biais de prise de décision, etc. Et donc, une chose que j'ai appris, c'est finalement à pas me laisser impressionner par les gens en face de moi. Ils sont tous comme nous. On est tous comme eux. Ils sont tous comme nous, etc. Ils ont plus d'expérience, plus de responsabilités, plus de budget, plus de machin, etc. C'est pas important. Mais en fait, ce sont des êtres humains. Ils veulent faire la bonne chose dans un environnement qui est très souvent contraint par toute une série de, de, de les régulateurs, les actionnaires, leur board, etc. Mais ils cherchent tous à faire le mieux dans ce monde-là. Et quand on vient vers eux en se positionnant comme un égal, parce qu'on a fait la recherche, parce qu'on connaît l'information, on connaît le sujet, parce que alors on peut avoir une discussion d'égal à égal, quelle que soit l'importance de la personne avec laquelle on parle. Et ça m'a beaucoup. Une fois que j'ai compris ça, ça m'a beaucoup désinhibé et ça m'a beaucoup permis d'être beaucoup plus tranquille au moment de rentrer en me rendant compte que ce sont pas des super-héros, ce sont pas des Superman, ils sont pas des génies, ils font beaucoup d'erreurs aussi. Mais quand on arrive et qu'on est bien préparé, qu'on a bien travaillé, bien fait la recherche, etc., on est capable d'avoir les bonnes discussions. Je sais pas si personne ne sait ça, mais je pense que ça démystifie beaucoup les gens qu'on idéalise un petit peu en les mettant sur des piédestaux. Et ça permet à chaque personne de trouver une certaine valeur qu'il peut avoir pour aider l'autre à prendre les bonnes décisions. Mhm. Voilà, je sais pas si c'est un C'est insight absolument génial, mais je crois que cette capacité à se dire qu'on est finalement l'égal de chacun, si on est capable de rentrer avec cette mentalité et la bonne préparation, c'est quelque chose Mais d'important. c'est pas, je sais pas si l'insight est génial, mais je pense que c'est quelque chose qui est très dur à intégrer. Enfin, je le vois ça sur moi, par exemple. C'est quelque chose que tu peux penser, qui est peut-être forcément que les gens ne savent pas, mais qui est très difficile sur le moment. Et moi, je vois ça avec le podcast, par exemple, parce que je suis allé, plusieurs fois, j'ai Oui, dû m'y prendre à plusieurs fois, de prendre mon courage à deux mains pour aller parler à des oui. gens. Je vais parler au professeur Fenton, et Mhm. qui est un énorme professeur. C'est plus ou moins le spécialiste des relations juifs et musulmans, de l'histoire des relations entre juifs et musulmans. Mhm. C'est une des personnes qui a publié le plus dans ce sujet. Mhm. Mhm. Et, 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 et je vois que c'est dur. C'est-à-dire, je me dis, oui, je peux juste me préparer, je serai prêt, il n'y a pas de problème. Mais quand j'arrive devant lui, il Ouais. faut, il faut avoir le courage. Il faut avoir le Mhm. courage et c'est pas facile à intégrer. Donc, et j'ai Mhm. encore des difficultés. Ça veut dire, parfois, je me dis, je vais J'entends, inviter un j'entends. tel, Ah, je vais ah. inviter un tel, je vais inviter un. Il faut se dire, bon, je sais pas si c'est J'irai vrai dans le trop. monde du podcast, mais c'est certainement vrai dans le monde du business que la personne qui est en bas sur le terrain, elle est beaucoup, beaucoup plus renseignée sur ce qui se passe vraiment que la personne qui est en haut Mm. dans le bureau du patron. Le patron, il a énormément de sujets, il a énormément de gens qui travaillent pour lui, il n'est pas très profond sur le... En général, la personne qui arrive dans son bureau pour demander une décision, pour demander une approbation, etc., est 10 fois plus renseignée que lui sur la réalité. Si on arrive Mm. à traduire ça et à utiliser ça pour éclairer la décision, alors on est une personne qui a beaucoup à ajouter que le patron va voir de manière très, très positive parce que lui, il sait qu'il est dans sa tour d'ivoire, il a besoin de relais qui connaissent vraiment le sujet. Donc ça permet Ouais. aussi de se donner un peu plus de courage au moment d'entrer dans le bureau. Ok. Michael, merci beaucoup. Merci beaucoup de Avec m'avoir grand accordé du plaisir. temps que je sais qu'on a compris qui était précieux. Merci D'accord. énormément. Ça m'a fait très plaisir et j'ai appris beaucoup de choses. Et voilà. Je Merci suis, encore je suis et à content très moi bientôt. aussi et j'espère que ça a été utile à beaucoup. Je suis sûr Avec que ce plaisir. sera utile à Grazie. beaucoup. Au revoir.
Et bah, Chodesh Tov. Et à très Merci bientôt. beaucoup, Khadesh Tov.